Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 323 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le 15e numéro de la syllabe, notre top 100 des joueurs NBA, top 100 surtout participatif, avec plein de monde, de médias différents. Aujourd'hui, avec Antoine Pimel de Rivers, Basket Session et Eurosport. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de notre top 100, la syllabe, le top 100 des joueurs NBA 2024 du Basket Lab, la syllabe, bien entendu, et aujourd'hui, avec un nouvel invité sur le Basket Lab, quelqu'un qui tient à rappeler aux fans de Miami que il n'y a pas que eux qui détestent Joe Cronin, il y a aussi les fans de Portland. C'est Antoine Pimel, comment ça va Antoine? Eh ben écoute, ça va très bien, merci de me recevoir, et toi? Bah avec plaisir. Ça me fait plaisir de te recevoir enfin. Et bon, je me suis permis un peu ce truc sur le Blazers parce qu'on en parlait en antenne. T'es un peu fan des Blazers tout de même, quoi. Et donc ce trade de Lillard, est-ce qu'il est passé ou pas, ou toujours pas? Alors, ça allait parce que déjà, je pense que Lillard, c'est ce qu'il voulait aussi, tu vois. Donc à partir de là, moi j'aime beaucoup Damian Lillard et j'ai une réflexion sur les carrières des joueurs. Je veux dire, les carrières sont individuelles, tu vois. J'aime bien quand il y a de la loyauté, quand un mec joue toute sa carrière dans une seule franchise, mais à un moment, lui, c'était son souhait et je l'ai compris. Et il se trouve que j'aime beaucoup Giannis Antetokounmpo, donc j'étais content qu'il termine avec Giannis Antetokounmpo. Ouais. Voilà. Après, oui, c'est vrai que là, pour Portland, ça donne des années difficiles à venir, mais ça va, c'est digérable. Bah, disons que quand t'as une star comme ça, qui est genre top 5 joueur NBA et que la cible que le front office veut et va chercher, c'est DeAndre Ayton. Donc, un an derrière, ça draft un autre pivot. Bon, ok, bon. Oui. Vous avez pas eu le plus gros package de mémoire récente, on va dire, peut-être, pour Lillard. Non, mais sur le papier, il était pas nécessairement le mauvais package. C'est qu'est-ce que tu fais des pièces. Je pense que tous les mecs que tu récupères, tu vois, Ayton, Robert Williams, c'est des assets. Et le problème après, c'est qu'est-ce que tu fais de ces assets. Et effectivement, quand tu vois que là, Ayton, je suis pas persuadé que sa valeur marchande, elle soit en train de grimper. Tu vois, on sera d'accord là-dessus. Robert Williams, pareil. Et qu'effectivement, derrière, tu te retrouves à drafter un pivot. Tu te dis, mince, il y a un petit temps, il y a une forme de, bon, bah, au final, Lillard, on aura récupéré quoi? Je sais pas, faudra voir quels seront les transferts quand Ayton sera inévitablement transféré un jour ou l'autre, et peut-être pareil pour Robert Williams. Et tu verras que le package total sera peut-être pas celui que tu avais espéré pour un joueur de la qualité de Damian Lillard, mais bon, après, de toute façon, quand tu transfères une superstar, t'es rarement gagnant, à part si t'es OKC et que tu te retrouves à récupérer chez Gilgeous-Alexander et qu'il a l'évolution qu'on connaît ensuite. C'est toujours un peu compliqué, je pense. Ouais, alors en plus, vous avez récupéré Deni Avdija, là, récemment, Deni Avdija, qui est plutôt sympathique, en échange de Brogdon, qui est arrivé aussi suite au trade de Lillard. Bon, ça, effectivement, vous êtes dans la revente, on va dire, actuellement. Ça va mettre encore un peu de temps. Mais non, je suis aussi assez content que finalement vous ayez perdu la loterie. Parce qu'on aime bien Wembanyama, je pense que toi aussi. Et donc, en général, les grands draftés très haut, côté Portland, ça finit pas bien côté blessure. Donc, ouais, on est quand même content qu'il soit pas allé chez vous, pardon, mais. Portland n'était clairement pas la meilleure destination, il y a pas de problème. Ouais. Bref, alors Antoine, pardon, je n'ai même pas encore présenté, Antoine Pimel, mais que vous connaissez tous, bien sûr, de Rivers, Basket Session, du MOOC aussi, évidemment, et de Eurosport aussi. De Eurosport, t'écris là-bas, on en parlait un peu en antenne, là, je te vois souvent écrire là-bas. Donc Antoine, je pense que tout le monde connaît. Et donc notre format, le top 100. Top 100 participatif avec le plus de monde de médias différents, évidemment, donc tous les médias du paysage NBA français. Qu'est-ce qu'on fait? On a une playlist et puis on construit le classement petit à petit. Donc on en prend 5 par 5 dans cette playlist de 100 noms. Et donc on a déjà fait quoi? 14 épisodes, je crois, c'est le 15e. Donc on a déjà un top quoi, 70, si je dis pas de bêtises. On aura un top 75 à la fin de celui-ci. On construit petit à petit, on se rapproche de la fin. Donc t'arrives déjà, il y a un bon gros classement pour le coup. Et donc justement, avant qu'on parle de la QV du jour qui est plutôt intéressante, le classement tel qu'il est, est-ce que tu as des revendications sur ce qu'on a fait pour l'instant? Oui, j'en ai une surtout en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à la base, quand j'ai eu le classement, bon, tu vois, tu me disais, tu m'as prévenu, voilà, le classement, c'est pas l'essentiel, tu vois, c'est pas le gros du truc. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense aussi que finalement les top 100, les top 50, des fois on s'en fiche un peu, surtout quand ça concerne des places, tu sais, à partir du 38e joueur, t'as des mecs qui ont des postes, des rôles tellement différents, ça devient très dur de comparer. Donc c'est vrai qu'à la base, j'avais pas du tout regardé la fin du classement, j'étais sur le début. Bon, il y a des trucs,
Je me suis demandé, tiens, Tatum, est-ce que je l'aurais mis un peu plus haut ou pas? Et puis pas forcément au final. Pas forcément, tu vois. Il y a des petits trucs comme ça, des petits trucs où je me posais des questions, mais il y a un truc en fin de classement qui, moi, m'a marqué. Ouais. Pas choqué, marqué. Hein. C'est, on pourrait dire que ça m'a choqué, mais c'est plus, ça m'a surpris. J'aimerais bien savoir quel a été le raisonnement. C'est la place de Paolo Banchero. J'avoue que Paolo Banchero, qui est 56e, j'ai trouvé ça très très bas, moi, personnellement. Mais ça m'a intrigué de savoir, tu vois, de l'avoir derrière Kuminga, derrière Jabari Smith. Je l'aurais mis au moins 20 places plus haut, en fait. C'est vrai que c'est le grand écart. Alors, Banchero et Cunningham, qui est juste derrière aussi. Les deux, c'est un peu les mêmes, c'est-à-dire énorme volume, mais aussi énorme inefficacité au tir. Et donc, il y a un peu ce raisonnement et bon, chacun a une pondération différente. C'est vrai que moi, j'aime bien donner de la valeur à l'efficacité et donc, aussi pénaliser l'inefficacité. C'est un peu pareil, tu vois. Pourquoi est-ce que Giannis est premier? Parce qu'il est ultra efficace, pareil pour SGA, pareil pour Embiid. C'est ça qui fait la valeur en basket, hein. Et de l'autre côté, quand t'es inefficace, pour moi, tu perds la valeur. Donc, c'est un peu là-dessus. C'est le grand éventail et en général, c'est pour ça aussi qu'il y a des énormément de places d'écart selon les avis sur Banchero. C'est que ceux qui aiment bien l'efficacité ou l'inefficacité, il va être bas. Alors que, si juste tu pondères ça un peu différemment, oui, si quelqu'un qui n'aime pas trop, enfin, qui met pas autant de valeur que moi ou que nous sur l'efficacité, ça peut très bien aller taper le top 30, quoi, parce que gros volume, parce que passing, etc. Donc c'est un peu l'idée, mais effectivement, tu vois, je me posais la question la dernière fois, est-ce qu'ils sont pas un peu bas les deux? Est-ce qu'on pourrait pas quand même les remonter un peu, ne serait-ce que pour le volume, quoi? Alors moi, c'était vraiment plus sur Banchero Cunningham. D'accord, ok. Même si je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec toi. Enfin, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où ils sont similaires. En fait, Banchero, mais on verra parce que c'est très tôt dans sa carrière. Effectivement, je vois ce que tu veux dire sur le manque d'efficacité. Il y a un vrai côté mec qui joue en ISO et qui n'a pas le rendement que tu peux vouloir pour un gars qui peut jouer beaucoup d'ISO. Ouais. Mais je me demande s'il n'y a pas un intangible avec lui. En fait, il y a un truc qui me marque, c'est que quand même, le Magic a passé des caps fulgurants, évidemment pas que lié à lui, hein, plein de choses, il y a le coaching, il y a la défense, il y a tout ce qui est autour, il y a Franz Wagner, mais depuis qu'il est là, c'est quand même une équipe qui est montée en puissance, tu vois. Et ouais. Je fais forcément un rapprochement entre l'évolution du Magic et sa présence, même si peut-être que le futur nous dira que voilà, c'est juste lui qui a le rôle, comme tu as dit, de joueur à gros volume. Voilà, il y a quelque chose chez Banchero en tout cas qui me plaît bien. Je pense son manque d'efficacité, c'est peut-être sans doute ce qui pourrait le séparer des plus grands joueurs dans le futur, mais je sais pas, il y a un truc avec Banchero. Le truc, c'est que, tu vois, comme dit, hein, il est pas juste pas efficace, il est inefficace, avec, je crois que c'est -6, -7% d'efficacité relative à la moyenne. Donc il y a un peu ce truc il y a beaucoup de valeur fuit. Mais après, tu vois, s'il est dans le top 100, c'est que, voilà, on n'accorde pas la valeur du joueur n'est pas que efficacité. Il n'y a pas que ça. S'il est dans le top 100, c'est que pour moi, c'est quand même un joueur qui a peut-être une valeur positive, quoi. Sinon, il serait pas du tout dans ce top 100. Oui, bien sûr. Mais non, mais effectivement, je me posais un peu la question d'est-ce qu'on pourrait pas un peu les remonter par rapport à cette notion de volume. Tu vois, je vois qu'il y en a un groupe de créateurs un peu secondaires, là, comme je les appelle, autour de la 45e place, tout ce qui est Dean Vassell, Bogdanovic, McCollum, Van Vliet, Murray, qui sont pas non plus des mecs hyper efficaces. En fait, je me faisais un peu la réflexion parce que certains de ceux-là sont pas hyper efficaces non plus, n'ont pas non plus des exploits en défense, n'ont pas non plus des tonnes de passing comme Banchero ou comme Cunningham. Moi, je les colle un peu les deux. Mais ouais, est-ce que si ça te va, on peut les remonter un peu au moins de 10 places là déjà pour commencer. Pas de souci, hein. Même s'il reste 56e, il y a pas de problème. C'était juste c'est le truc qui m'a un peu marqué sur le coup. Mais c'est vrai que là, tu vois, CJ McCollum, Fred VanVleet, je regarde Vassell. Non mais ça me va, je suis plus à l'aise de les remonter un peu comme tu dis, donc pourquoi pas les mettre 10 places plus haut autour de KCP, tu vois, à ce niveau-là, quoi. KCP, Mike Conley, un peu au-dessus de tout ce qui est, justement, Murray, Tyler Hero, etc. Ouais. Donc on peut faire ça. C'est vrai que on a peut-être été sévère quand on l'a classé. Mais ok. Mais après, tu sais, le cas de Banchero est compliqué. Je crois que j'avais reçu Frédéric Yang sur le podcast quand on a fait un bilan de Orlando Magic. On a passé 30 minutes dessus sur son cas, tu sais, où quand tu regardes, il a de la valeur. Évidemment, il y a de la création, il y a un passing de haut niveau, il y a du scoring mais pas efficace. En même temps, tu regardes les on-off, c'est que des trucs catastrophiques, mais il faut pas les prendre au pied de la lettre, quoi, parce que c'est pas du tout un joueur négatif à ce point comme les on-off le disent, quoi. Donc le cas est fascinant. On pourrait refaire une demi-heure aujourd'hui, si techniquement. Mais ça va être intriguant de voir la suite de sa carrière, justement, de voir est-ce qu'il arrive à corriger ce tir ou est-ce que tu te retrouves avec cette star qui chiffre, mais
qui chiffre sans efficacité comme tu le dis, et du coup qu'est-ce que t'en fais, quoi? Est-ce que tu veux continuer le projet autour de lui ou pas? Et là, la 3e saison, je pense, c'est justement une des plus intéressantes, celle où les mecs sont censés un peu passer un gros cap, donc à voir ce que ça peut donner. Non mais ok, ça me va très bien parce qu'en plus on les rapproche un peu d'un autre groupe de créateurs, Franz Wagner, Sengun, Bill, qui sont au volume mais pas non plus, enfin pas inefficaces mais juste pas trop efficaces, donc ça me va un peu. Ouais, ok, bah très bien, faisons comme ça. Et donc la cuvée du jour, d'ailleurs j'ai pas encore annoncé, tu as hérité d'une très très belle cuvée d'ailleurs pour aujourd'hui, puisqu'on a du Stephen Curry, on a du Julius Randle, on a Victor Wembanyama, il est ici, qu'est-ce qu'on va en faire? Ça c'est le casse-tête du jour. On a aussi Jalen Johnson et Jeremy Grant de chez tes Blazers adoré. Mais on en a parlé un peu en antenne, compliqué à classer celui-ci aussi. Bref, question traditionnelle avant qu'on les classe, qu'on les insère dans ce classement. Ces 5-là, entre eux, comment est-ce que tu les as classés? Alors, tout en haut, Stephen Curry. Ouais. Ensuite, Victor Wembanyama. Ouais. J'ai mis Julius Randle, j'avais presque envie de l'enlever, d'abord de t'en donner 4 et après de réfléchir à où je mets Randle dans ces 5-là. Je vais quand même mettre Julius Randle dans le 3e, mais c'est dur. Et c'est très spécial, c'est particulier de Julius Randle. Et après, j'ai une question. Je voulais te demander, j'ai pas pensé à te le demander avant. Quand on classe, est-ce que tu prends en compte la saison à venir? Est-ce que du coup tu anticipes ou est-ce que t'es purement que sur ce qu'on a déjà vu? C'est que la perf 2024. Donc c'est un peu sur l'impact qu'il y a eu en 2024. C'est un peu cet aspect-là. Et alors, pour te dire aussi, le nombre de matchs, il n'y a pas une valeur cumulative. On prend un peu l'aspect, grosso modo, l'aspect par match. Voilà. C'est Randle qui a manqué 40 matchs. On prend l'aspect par match et pas genre, 40 matchs en moins, c'est un malus, quoi. Oui, je vois. Ah, du coup, ça me titille, parce que si je laisse mon 4 et 5, je suis parti sur Jalen Johnson, Jeremy Grant. Ok. 4-5. Donc Jalen Johnson 4 et Jeremy Grant 5. Mais Jalen Johnson, j'essayais d'anticiper un petit peu pour faciliter ma tâche, d'anticiper un peu une éventuelle progression, tu vois. Et là, une explosion future, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Là, si on reste que sur 2024, je suis un poil embêté de le... Et ben, tu sais quoi, je vais rester comme ça. Je vais quand même le mettre moi devant Jeremy Grant, mais avec nettement moins de conviction que si tu m'avais dit on prend en compte la saison à venir. Je vais laisser comme ça, allez. Eh bien, j'ai fait pareil. Curry 1, évidemment. Wembanyama 2, mais bon, on va en parler. on est obligé d'anticiper. En fait, Wembanyama, c'est trop dur de pas anticiper. Enfin, Randle 3. J'avais aussi Johnson en 4 et Jeremy Grant en 5, mais c'est pareil, Jeremy Grant, un peu particulier dans le contexte des Blazers, je pense qu'on en parlera. Mais ok. Tiens, et si on faisait le plus dur d'entrée de jeu? Parlons de Victor Wembanyama, premier joueur du jour, on peut aller sur lui, je te fais le topo vite fait. Victor Wembanyama, 30 minutes par match, 71 matchs cette saison. 97 de true shooting plus, donc ça veut dire c'est une efficacité générale qui est moins 3%, 97 pour les à 100, moins 3% relatif à la moyenne de NBA cette année, donc voilà, grosso modo au niveau de la moyenne, sur un usage de 32%, donc un gros volume de responsabilité évidemment là-dessus. Pour te lancer, d'un côté j'ai envie de dire que dire qu'on n'a pas déjà dit, et de l'autre côté, est-ce que c'est pas un des cas les plus fascinants à classer parce qu'il y a une telle évolution au cours de l'année, quoi? C'est ça, c'est clairement, on pourrait diviser, on pourrait le classer 2 fois Victor Wembanyama, on pourrait prendre la première partie de saison et la deuxième partie de saison. Et je me demande, est-ce que les deux, je sais pas si la première partie de saison, si elle rentrerait peut-être dans le top 100, j'arrive pas à voir quelle serait la fin de top 100, mais j'imagine que même juste cette version serait dans le top 100. Et la deuxième partie de saison, on aurait un Victor Wembanyama, j'imagine beaucoup plus haut dans le classement, parce qu'il y a eu une progression qui est sans doute linéaire quelque part, j'imagine, tu vois, c'est de la maturité, de l'expérience qui s'engrange match après match, mais qui a été visible nettement à partir du moment où il y a eu un changement de rôle ou un changement de poste, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Enfin, en gros, au moment où il a été vraiment titulaire au poste 5, quoi, où Zach Collins n'a plus été mis dans le 5. Et Victor Wembanyama, moi, ce que je trouve dur, en fait, c'est que là, surtout si on reste que sur 2024, c'est qu'avec Victor Wembanyama, t'es toujours très tenté de te dire, quelle est la suite, en fait? Qu'est-ce qu'il va amener encore maintenant? Vu qu'il fait que progresser, vu qu'on a vu une progression, on sait qu'il va y avoir... Tu sais, j'ai l'impression que Victor Wembanyama, c'est la découverte de ses super pouvoirs, en fait, cette saison 2024. Lui-même, nous, en tant que spectateurs, le coaching staff en tant que coach, tu vois, découvert du talent qu'on a, et même lui-même, en fait. Je pense que lui, il se teste des fois. Il y a des moments où ça peut être frustrant, d'ailleurs. Pour nous, peut-être comme pour lui. Mais tu sens que voilà, est-ce que ça j'arrive à le faire? Est-ce que ça je suis capable de le faire? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux être mis dans telle situation? C'est la découverte, quoi. Ouais, mais tu fais bien de commencer par ça parce que il y a plein de saisons en une presque avec Wemby, et
Ce serait plus facile si on avait eu genre le joueur de fin de saison là pendant les 2 derniers mois, si on l'avait eu pendant toute l'année. Ouais, on aurait pu se dire bon, il va aller taper très haut. Après, c'est vrai que sur l'exercice, on doit faire 2024, donc il faut aussi prendre en compte le début de saison qui était peut-être différent déjà en termes de volume, en termes de rôle, en termes d'efficacité aussi un peu. Donc falloir un peu mélanger tout ça pour l'exercice du jour. Ça va être un peu compliqué, mais c'est vrai que pour moi, c'est quand même un des joueurs qu'on a vu progresser de mois en mois, de semaine en semaine. Enfin, le plus spectaculaire que je pense j'ai jamais vu, quoi. C'est quand même assez dingue de voir à quel point ça a progressé au cours de la même année, en fait. Et d'un côté, on a des flashs de trucs, comment dire, d'élite, hein, de ultra élite dans certains domaines, que ce soit la défense, parfois la création, en termes de scoring, en termes de création de pick and roll aussi, tu sais, les fameux pick and roll inversés où c'est lui qui est le porteur de balle, le passing, enfin, il y a vraiment des flashs de brillance un peu partout. Et de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a aussi pas mal de déchets, quoi. Tu vois, sur les joueurs à gros volume, c'est un des mecs les moins efficaces de NBA, justement, encore, sur la totalité de la saison. Je crois qu'il y a que Kate Cunningham et Banchero qui font pire que lui sur les gros volumes. Et en plus, on a aussi pas mal de pertes de balles. Un score presque record de pertes de balles, le turnover percentage qui est quasiment à 17%. Bon, le chiffre, on s'en fout, mais sachez que c'est, parmi les gros volumes, le pire de NBA. Donc, il y a un peu ce truc en attaque où, même l'attaque, tu vois, délaissons la défense, même l'attaque, elle est compliquée à juger parce que il y a un peu de tout, quoi. Il y a un peu des flashs d'efficacité, des flashs de incroyablement bien, et de l'autre côté aussi des pertes de balles, mais un peu logique parce que le dribble est pas encore là, parce que parfois ça va un peu vite, en début d'année c'est allé un peu vite, parce que aussi il a un régime de tir, je sais pas ce que tu en penses, mais il aime bien les tirs un peu compliqués parfois, on est d'accord, hein. il a une sélection de tirs qui est par moments très douteuse. Ouais, c'est l'adjectif qu'on peut employer. Après, je pense que ça vient aussi du fait qu'il a carte blanche. Ouais. C'est l'impression que j'ai eue, tu vois, qu'il y a une volonté du staff de savoir qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il veut faire. Mais oui, prend des tirs en première intention, des fois très rapides. Il y a pas mal de moments où effectivement sa sélection de tirs, c'est pour ça que je parlais d'expérience qui peut être frustrante pour le spectateur. Il y a des moments où tu as envie de lui dire, mais c'est un peu cliché des fois de dire non mais joue près du panier, tu vois, je trouve ça très cliché. Par contre, dans la sélection de tirs, il y a des moments où tu as envie de lui dire non, ça là vaudrait mieux gommer ça, quoi. Ouais. Oui, mais tu vois, je pense que le dribble est pas encore totalement là. Le dribble, il y a certains moves d'élimination, il y a des crossovers, etc. Mais il manque un peu le truc pour aller jusqu'au panier parfois, ce qui est un peu frustrant et ce qui fait qu'il s'arrête un peu. Et encore, là je parle de la première partie de saison parce que sur la deuxième c'est quand même allé beaucoup mieux. Mais ouais, c'est un cas compliqué parce qu'en fait on part un peu dans tous les sens, quoi. Entre les moments où c'est incroyable, les moments où il est responsabilisé, ce qui a pas tout le temps été le cas, et de l'autre côté l'aspect, comme tu dis, de facto en fait on le laisse un peu carte blanche, donc c'est bien en termes de développement, mais par contre ça fait un résultat qui est forcément moins bon parce que il y a un peu de déchets, mais c'est normal, hein, on l'accepte en termes de développement, mais si on évalue quel impact ça a eu, forcément ce déchet ou cette inefficacité parfois vient un peu peser, en tout cas pour moi ça vient un peu dans la balance. Et après il y a tout l'aspect défensif, où là aussi il y a eu une progression en cours d'année, je sais pas ce que t'en penses. Si, oui, parce que au final, en fait, pardon, je dérive un tout petit peu. En fait, vas-y. Wembanyama, des fois, je le trouve un peu. Il donne l'impression d'être nonchalant. Et je dis donne l'impression. Je dis pas qu'il est nonchalant. Tu vois, dans son langage corporel, dans sa posture. Et du coup, en fait, en défense, je trouve qu'il y a des moments où, pareil, il y a eu une évolution au cours de l'année parce qu'il y a une compréhension logique. Il y a le jeu qui se ralentit un petit peu. Tu comprends forcément de mieux en mieux le jeu, de mieux en mieux les schémas, mais tu vois, il y a des moments où il peut être battu sur des rotations, où il va être battu en dribble par des mecs plus petits, plus mobiles, mais je suis désolé de les ramener à sa taille. En fait, il a un corps qui lui permet, malgré l'impression de nonchalance, malgré les erreurs, de des fois réussir à recouvrir et d'arriver, et je te parle même pas de deuxième rideau, je parle des fois où il recouvre lui sur le propre mec qu'il a battu, il a une longueur de bras qui lui permet d'arriver en chest down par derrière et de rattraper son erreur, je vais dire ça comme ça, je sais pas si c'est forcément toujours une erreur quand t'es battu, c'est un peu dur de considérer ça que comme une erreur, mais il a cette capacité avec sa taille, avec son corps, ses dimensions physiques lui donnent de suite pas une qualité de défenseur, mais ça devient de suite un atout défensif. Et oui, par contre, je suis d'accord avec toi qu'il y a eu une progression en cours d'année, enfin c'est l'impression aussi que j'ai eue, tu vois, qu'il y a une évolution et parce que tout simplement tu comprends de mieux en mieux ce qui se passe. Je pense que c'est aussi simple que ça, en partie. Oui, comme tu dis, je pense qu'il y a cet aspect qui est chez lui, c'est l'aspect de centimètres qui est évidemment énorme. Et en fait,
il a, comme je répète souvent, il a la plus grande marge d'erreur sans doute de l'histoire de la NBA, parce qu'il a un tel volume, il a une telle envergure. Mais ce qui est un peu le contre-coup, c'est que parfois, on parle de marge d'erreur parce que parfois il peut faire l'action, même s'il est pas bien placé. Et je pense que voilà, les mecs comme ça, ils ont grandi. Le mec a grandi dans un environnement, il était toujours à ce point au-dessus de la moyenne. Et il avait pas besoin d'apprendre le positionnement parfait, la technique parfaite, etc. Donc c'est toujours un peu passé, largement passé, même sans ça. Le truc, c'est que on arrive au niveau NBA en début de saison, et même un peu à la fin, mais même surtout en début de saison, vous voyez que tiens, il fait pas le bon positionnement, il fait pas le pas de côté avec le bon timing, etc. Et sauf qu'en face, c'est les athlètes NBA, quoi. Donc tu vois que quand t'as un Giannis en face, voilà, ça punit. Quand t'as un joueur All-Star, un joueur à l'NBA qui est face à toi, ou quand ça va vite, ça va quand même plus vite que les niveaux qu'il a connus avant. Donc il y a un peu ce double truc, mais qui le caractérise de talent pur qui dégouline de tous les ports. Et de aussi parfois quelques imprécisions, pour l'instant, on est d'accord, il a quoi, son année où il avait 19 ans, même pas 20 ans je crois. Ah, il a eu 20 ans en cours de la saison, quoi. Ouais. Voilà, donc c'est n'importe quoi, je sais même pas de quoi, c'est n'importe quoi. Donc voilà, c'est un peu ce double aspect pour moi de, parfois il peut faire des actions alors qu'il est mal placé et c'est incroyable, et de l'autre côté parfois il se fait un peu piéger. Mais tu vois, bon, même si on dézoome par rapport à ça, sur l'entièreté de l'année, c'est un des mecs qui affecte le plus les tirs au panier, c'est un des mecs qui a déjà une certaine intimidation, qui, je crois qu'en termes de perte d'efficacité infligée au panier en NBA, quand c'est lui qui est sous le panier, comparé versus à d'autres, il inflige un score d'élite, genre moins 10, moins 11%, je sais plus exactement, mais c'est dans le top 5 de NBA. Enfin, on voit déjà cet aspect de protecteur de panier d'élite. Et alors, pour te lancer un peu là-dessus, tu pensais quoi, toi, des débats sur le Deepoy? Est-ce que tu penses que c'était déjà mérité ou peut-être un peu tôt? Non, moi j'ai eu du mal avec ça. Moi j'ai eu du mal, et ça rejoint un peu tout ce qu'on dit et ce que tu dis depuis 5 minutes, au final, tout ce qu'on est en train de parler depuis 5 minutes. C'est-à-dire que c'est finalement un mec qui faisait encore beaucoup d'erreurs défensives. Logique, tout à fait logique. C'est un jeune, il arrive en NBA, tu vois, tu dois apprendre des nouveaux schémas, tu dois t'adapter à la vitesse, aux athlètes. Mais je trouve qu'il y avait une notion de marketing ou de narration très forte dans sa présence parmi les trois pour le Deepoy, tu vois. C'est-à-dire que ça faisait... Les Américains, je pense, ont d'énormes attentes autour de Wembanyama, et le fait qu'ils y répondent d'une certaine manière, ça leur donne envie. J'avais parlé une fois de ça, on est dans un podcast justement à Basket Session, on discutait là-dessus de savoir est-ce que les Américains en faisaient pas trop avec Wembanyama parce qu'on est dans une époque où on a envie de célébrer de plus en plus de choses, et ça fait toujours bien de célébrer de plus en plus jeune. Donc comme ça, tu te rends compte, à 20 ans, il avait déjà tant de trucs, il a déjà fait tant, et puis à la fin de sa carrière, il a été 10 années de suite en All NBA Defensive Team, tu vois. Une volonté de célébrer de plus en plus tôt, et moi je trouvais ça un peu dur de se dire qu'aujourd'hui, par exemple, Victor Wembanyama serait l'un des 3 meilleurs défenseurs de la NBA. Après, il y a cette notion, en fait, c'est toujours la nuance entre défenseur impactant et meilleur défenseur. Je sais pas si toi tu vois une nuance entre les deux, par exemple. Elle est très fine, pour être très fine, mais est-ce que toi tu mettrais une nuance entre un défenseur qui a de l'impact et le meilleur défenseur? Tu veux dire en termes de un mec qui aurait un skill set de défensif et un mec qui pour de vrai fait les actions, c'est peut-être un truc comme ça la différence? Ouais, ça pourrait se traduire comme ça. C'est assez abstrait, c'est assez flou, je le reconnais, mais en gros, je trouve que Wembanyama, il peut avoir un énorme impact défensif. Mais je suis pas persuadé que c'était l'an dernier l'un des 3 ou 4, 5 mais après je vais pas aller jusqu'à je vais pas dire trop de chiffres, mais l'un des 3 meilleurs défenseurs de la NBA, tu vois. Il y aura un Bam Adebayo me semble aujourd'hui un meilleur défenseur que Victor Wembanyama. Par contre, et j'adore la formule que tu as employée avec la marge d'erreur au final. Wembanyama, il peut se permettre de faire plus d'erreurs. C'est ça, ouais. Mais du coup moi ça m'a un peu gêné effectivement. Gêné à une échelle. T'étais pas d'accord en tout cas. Voilà, je trouvais ça un peu exagéré de le mettre aussi haut, aussi vite, même si je comprends qu'il a un impact. Par exemple, tu parlais de sa protection du cercle, t'as donné la stat pour le pourcentage en baisse de ses adversaires, mais il y a un truc fort aussi avec Wembanyama, c'est la dissuasion, quoi. C'est les mecs qui tout simplement ne tirent pas parce qu'il est là. Et ça, c'est effectivement, c'est là où j'appelle ça avoir de l'impact. Et voilà. Sur le côté Deepoy, je trouvais ça un peu rapide. Oui, et puis tu vois, la fin de saison a été tellement incroyable que je peux aussi comprendre. Alors, tu as parlé du côté vouloir célébrer beaucoup, et je suis d'accord, mais peut-être aussi qu'il y avait pour certains un côté inconscient de, en fait, le biais de récence, tu sais, le biais de ce qui s'est passé il y a pas longtemps. Oui, et donc, bien sûr. La fin de saison est assez incroyable. Mais c'est vrai que sur ce Deepoy, et c'est un peu l'exercice du jour aussi, c'est que il finit l'année très très fort, mais si on juge l'ensemble de la saison, je trouve que lui,
a peut-être eu plus d'imprécisions techniques, de fondamentaux, etc. que d'autres, que tu vois un Gobert qui a un niveau technique, de niveau de fondamentaux pardon, qui est incroyable. Mais au-delà de ça, au-delà de son propre prisme, je pense que en termes d'optimisation, pardon, il était dans une équipe qui n'était pas non plus très compétitive, très rodée, comparé à un Gobert. Tu vois, je prends toujours un peu ce même exemple, mais tu regardes en début d'année, première partie d'année, stratégie très simple. Le mec qui est défendu par Wembanyama, il se met en haut à 3 points, et comme ça, Wemby peut pas aller aider au panier. C'est tout con, hein, mais c'est un truc que aux Spurs ça marchait parce que t'avais pas la compétence, t'avais pas les automatismes de tiens switch, va proche du panier, moi je prends le mec à 3 points, etc. Alors que Wolves, tu l'avais ça. Wolves, t'avais des mecs qui disent non Gobert, toi tu restes au panier, on fait des switches, voilà switch off ball. C'est des exemples tout cons, mais je pense que en termes, lui-même a pas été aussi bon toute l'année, mais il a fini extrêmement fort. Et deuxièmement, peut-être le côté optimisation qui est pas le même que pour certains autres. Mais ouais, on a quand même affaire à un joueur d'ultra élite. On l'a même pas explicité non plus, mais le passing, on a affaire à un niveau de passing qui est très différencié de pas mal de pivots, quoi. C'est là encore le passing. En plus, pas que passing de, tu vois, faire l'extra passe. Il y a de la création pure. On parlait de ces pick and roll. Combien il y a de mecs qui, à sa taille, peuvent faire des vrais pick and roll, tu vois, même d'Anthony Davis qui pourtant a du dribble. Il est pas capable de faire ça, quoi. Pas jouer. Ah non, il peut pas. Anthony Davis pourrait pas jouer comme Wembanyama l'a fait avec les Spurs à partir du moment où Sohan était en 4 et Wembanyama en 5 et que Wembanyama jouait des pick and roll balle en main, quoi. Ouais. Ça, je vois pas Anthony Davis faire ça. En tout cas, pas sur l'ensemble d'une saison. Wembanyama, il le fait déjà. En fait, tu vois, tous les flashs qu'on a vus, ça te laisse penser qu'il y a ça donne que envie d'être optimiste parce que tu te dis tout peut être corrigé sur le déchet, exactement. Il y a de la matière à travailler en fait, il y a du déchet parce que et du coup il y a plein de matière à travailler et c'est vrai, t'as raison de noter le contexte de San Antonio, c'est quand même une équipe très jeune. C'est pas juste lui qui est jeune, lui est très jeune, mais toute l'équipe est très jeune, toute l'équipe manquait de maturité et forcément, notamment ces automatismes, tu vois, dont tu parlais, le switch off ball, la volonté de toujours te dire, non, Wembanyama, faudra toujours qu'il soit sous le cercle. Et je suis persuadé, évidemment, j'ai pas l'insight, mais je suis persuadé que même Greg Popovich, il a peut-être pas eu la volonté de tout corriger. Tu vois, dès cette première saison. Ouais, un peu de tanking secret, quoi. Voilà, ouais, d'une certaine manière, je pense qu'il y avait sans doute une volonté de faire des expériences et de travailler et d'amener petit à petit les choses auprès de son groupe qui est jeune, où de toute façon ils ont tous tellement de choses à apprendre, tellement de choses à travailler et d'implémenter petit à petit, et ça serait très intéressant que ça soit dès la saison 2 justement des axes de travail, tu vois, en termes de collectif et de défense collective pour San Antonio, notamment avec Chris Paul. Voilà, on extrapole, je sais qu'on sort de l'année 2024, mais avec Wembanyama, je trouve que c'est toujours intéressant de voir la suite aussi, enfin de réfléchir à la suite. J'allais en parler justement un peu de cet aspect parce que tu vois pourquoi est-ce qu'il est pas hyper efficace, il a à peine au niveau moyen de NBA voire même un peu plus bas, c'est que il y a son régime de tir, ok, il y a pas mal de pull-up, il aime bien les pull-up en transition, il aime bien les pull-up à 3 points, donc qui sont pas tout le temps des tirs hyper rentables, on est d'accord. Mais il y a aussi un aspect de, en fait, pour moi, c'est peut-être le meilleur finisseur off-ball en termes de alley-oop, en termes de verticalité, peut-être même un des meilleurs de l'histoire parce que personne n'a jamais eu ce genre de mensuration. Mais c'est exploité, je trouve, hein, sincèrement, ça a été exploité à 5 ou 10% cette année. Tu vois, en ce moment, on se fait plein de décorticages sur YouTube de matchs de Wemby. On n'a même pas un par match de roll, du pick and roll. Parce qu'il n'y a pas de passeur, il n'y a pas de contexte, il n'y a pas non plus de porteurs de balles qui sont capables de mobiliser les deux défenseurs de pick and roll, donc il est jamais libre, en fait. Et tu vois, là-dessus, c'est un truc où, c'est un finisseur, mais qui est totalement inexploité. Et donc, je dis n'importe quoi, mais, tu vois, Chris Paul l'an prochain, s'il y a des pick and roll, tu rajoutes au moins, je sais pas moi, 5 paniers faciles par match sur de la pure finition, et t'as le même joueur qui a une efficacité qui d'un coup est bien au-dessus de la moyenne, quoi. Parce qu'il y a juste ces trucs en plus, quoi. Donc j'ai hâte de voir, et c'est juste que on avait encore des freins pour l'instant en termes d'optimisation collective, et j'ai bien aimé ce que tu dis aussi. Il y a un aspect où, en fait, il a plus des défauts que des limites, je trouve moi. C'est-à-dire qu'il a pas forcément, il a pas de limite qu'il peut pas dépasser. C'est juste des défauts à corriger. Et je pense que ce sera corrigé à terme. Et donc, on peut aller vers le classement maintenant qu'on a dit tout ça. On a passé pas mal de temps, mais allons vers le classement. Ce que je te propose, c'est qu'une fois n'est pas coutume, on fait 2 classements. On fait le classement première partie d'année. Ensuite, on fait un classement deuxième partie d'année. Et ensuite, on fera la moyenne. Comme ça, ce sera plus simple. On pourra taper au milieu. Mais alors, le Wemby de première partie d'année, on le met où? On dit quoi, jusqu'au moment où il passe titulaire au poste 5? Ouais, un truc comme ça, genre janvier, février, ouais. Ouais, mais moi-même, il faut que j'essaye de me souvenir vraiment ce que c'était le Wemby de début d'année. Ou alors, attends, on fait l'inverse. Le Wemby de fin de saison qui était hyper fort, tu le mettrais où, par exemple? Je le mettrais
autour de la 20e place, je pense. Je m'étais posé la question, quelque chose comme ça. Je suis d'accord. Moi, même peut-être un peu au-dessus. J'aurais mis quelque part dans cette fourchette entre Kyrie Irving et Jalen Williams. Donc entre 17 et 20. J'aurais mis quelque part comme ça, moi. Ouais, effectivement, on a du Gobert 15, Paul George, Irving, Zion. C'est quoi allez, je l'aurais mis... j'hésite entre 17 ou 18. J'hésitais avec Zion. C'est dur de classer Zion. En fait, c'est la présence de Zion qui me gêne. Je l'aurais mis devant Domantas Sabonis. Voilà. Je me dis ça comme ça. Mais Zion, c'est dur à... Alors après, je t'avoue que moi, si on prend que la fin de saison, pour moi, il peut aller carrément titiller Bam Adebayo, tu vois, 11e. J'avais ce niveau-là. Mais on est que la fin de saison. Donc... Mais je sais pas si je l'aurais mis devant Anthony Edwards, tu vois. Ça me gêne pas de le mettre devant Lillard. Je comprends. Paradoxalement. Mais je sais pas si je l'aurais mis devant Anthony Edwards. Mais bon, ça c'est que le classement de la toute fin de saison, les derniers mois full volume. Et donc maintenant, modulo la première partie de saison, descendons un peu. Où est-ce qu'on peut faire la moyenne? Où est-ce qu'on le descend? Où est-ce qu'au final on peut le mettre en termes de valeur globale? Peut-être autour de la 30e place, un truc comme ça? Ouais, c'est là où je suis en train de regarder en fait, parce que je suis parti de Miles Turner, mais je me suis dit non, je le mets plus haut. Ouais. Et je mets plus haut et j'étais en train de remonter. Donc là, j'étais en train de regarder, j'étais autour d'Hartenstein, je pense que je le mets encore plus haut. Avec Jarrett Allen peut-être. Ouais, dans ce groupe-là, peut-être. J'aurais mis quelque part par là. Et entre dans ce tiers, Desmond Bane, Jarrett Allen, Hartenstein, quelque part par là. Sachant que c'est toujours un peu particulier parce que ils ont des rôles différents, tu vois, par exemple par rapport à Hartenstein. Ouais, non mais effectivement. Tu vois, moi, celui de fin de saison, début de saison, était en dessous de Miles Turner, assez clairement. Tu vois, ok. Je suis peut-être un peu sévère, mais il y a un côté pas efficace, plus petit volume, défense irrégulière. Je mettrais quand même top 50, mais quand même plutôt bas du top 50. La fin de saison, pour moi, est très très haute. Donc la moyenne qu'on fait, qui ne représente rien, si ce n'est une moyenne, mais ok, mettons-le là, ça me va à côté Desmond Bane, alors si tu veux bien. Entre Desmond Bane et Jarrett Allen, ouais. Non mais on peut si toi tu l'avais mis derrière Miles Turner, on peut partir de là. Moi je me souviens plus assez exactement de ce que ça représente son début de saison. Tu vois, j'ai des idées, j'ai des notions de ce qu'il y avait, de ce qui manquait, mais pas au point de te dire OK, je me souviens de son niveau forcément de tel ou tel moment de l'année. Je sais qu'il y avait plus de frustration. Et pardon, je vais revenir sur ce truc, mais quelque part c'était aussi, je me demande dans quelle mesure le contexte Spurs. Alors je sais, peu importe, mais tu vois, le début de saison, c'est Trey Jones qui est pas titulaire. Alors Trey Jones n'est de toute façon pas un meneur d'élite, mais il est même pas titulaire et je pense que c'était quelque part leur meilleur passeur, tu vois, en début de saison, en tout cas, parce qu'après il y a tout un argument sur Wembanyama est peut-être leur meilleur passeur. Et il joue avec Zach Collins, tu vois. Je suis impacté un peu par ça, mais bon, quelque part c'est la configuration dans laquelle il est mise, donc on juge la configuration dans laquelle il est mise. Mais si on partait, comme tu as dit, de la 40e place, on peut faire aussi un mix comme ça. Non, je te dis, Miles Turner, ce niveau-là, c'est que le début de saison, mais il faut quand même pondérer la fin. Donc la fin, elle est bien dessus. Tapons au milieu, mais ça me va, tapons au milieu, Jarrett Allen, Desmond Bane, on peut le mettre entre ces deux-là. Ok, c'est parfait. Et donc, petit quiz pour finir, petit quiz pour se remémorer des actions marquantes de la saison. Nous sommes le 4 janvier 2024. Est-ce que je te prends par surprise pour les quiz ou ça va? Oui, tu me prends par surprise. Et alors, je vais sans doute être très mauvais. Mais c'est ce que les auditeurs aiment en général, c'est quand on galère. Je vais leur faire plaisir là. Qui est sur le terrain ce 4 janvier 2024, un des tournants de la saison? C'est le match contre les Bucks, le fameux match contre Giannis. 4 janvier. Qui est sur le terrain au moment du dunk contre Brook Lopez? Tu sais où il passe la balle dans le dos et puis poster dunk sur Brook Lopez. Qui est sur le terrain à ce moment-là? Je suis incapable de te dire. Non, je serais incapable de te dire. Là, je pourrais faire du guessing, tu vois. Mais ça serait. Vas-y, guess. Il y aurait Devin Vassell. Exactement, Vassell est là, tout à fait. Et Trey Jones. Ouais, tout à fait. Jérémy Sohan. Tout à fait. Qui est-ce qui a pris la place de Zach Collins? Si je te dis Reims, si je te dis les Bulles. Si je te dis Justin Champagny. C'est Justin. Exactement. Même, je suis pas sûr que ça Justin. Champagny, ok. Tout à fait, Champagny. Justin ou Julian, ouais, je sais plus. Justement, j'allais te dire, je suis pas sûr duquel des deux Champagny. Effectivement. Et côté Bucks, alors qui est sur le terrain également? C'est pas pareil, les titulaires. Du coup, Brook Lopez, Giannis. Oui, tout à fait. Chris Middleton doit jouer ce match, je pense. Middleton n'est pas là. Non, c'est pas Middleton. Non, ok, super. Je suis très fort, impeccable. Il y a pas Chris Middleton. Pas de Connaughton, du coup. Exactement, pas de Connaughton et Damian Lillard. Ouais. Et le dernier, un ancien de Denver, qui a fait Denver, Minnesota.
Malik Beasley. Exactement, Malik Beasley, tout à fait. Bon, ça va, petit quiz facile pour démarrer. Je m'attendais à démarrer. être pire. Je suis pas mauvais, mais je suis pas terrible. Non, je suis pas terriblement mauvais. J'ai pas été bon non plus, mais je suis pas été terriblement mauvais. Passons à notre deuxième joueur du jour, on peut aller sur Jalen Johnson si tu veux bien. Petit topo vite fait, 34 minutes par match pour Jalen Johnson, 56 matchs cette année, un peu de blessure, 101 de true shooting plus, donc plus 1% relatif à la moyenne en termes d'efficacité, sur un volume de 19%, volume modeste, hein, c'est pas non plus un gros scoreur, on est sur un petit volume. Pour te lancer, on est mine de rien un peu sur une année d'éclosion, voire même d'explosion l'an passé en 2024. Ah bah oui, carrément, je pense qu'il a triplé ses stats, je crois, c'est ça pour Jalen Johnson avec énorme temps de jeu par rapport à l'année précédente. La troisième saison dont je parlais, c'est la troisième saison où t'exploses. Alors lui, il y a une question d'opportunité aussi. Hein. Il a supplanté DeAndre Hunter quelque part dans la rotation des Hawks, quoi. Joueur que j'aime beaucoup, moi, Jalen Johnson. J'ai envie de croire en ce joueur. Évidemment, maintenant le révélateur, ça serait d'avoir un volume qui augmente. T'as parlé, c'est quoi? C'était son usage rate qui est à 19%? Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Donc on est quelque part chez les role-players de luxe, quoi. C'est ça, ouais. S'il y avait une tranche, ça donnerait ça à peu près pour l'usage rate. Ouais. Et le défi un peu pour les Hawks, notamment maintenant avec le départ de Dejounte Murray, c'est de se demander est-ce que lui, il y a encore un cap en plus? Il est très jeune, je crois 22 ou 23 ans. Mais joueur que j'aime beaucoup au niveau beaucoup de polyvalence, joueur très moderne et la taille en fait. En fait, t'es obligé. Il me paraît tellement long. Je sais pas s'il est si long que ça. J'ai pas ces mensurations exactes sous les yeux, mais il me paraît tellement long. Jalen Johnson sur le terrain, c'est un des trucs qui intrigue, quoi. Tu te dis, son skill set avec sa taille, ça en fait un joueur forcément très intéressant. Il a 6'9 de taille d'après le combine et avec une envergure de 6'11, donc un joli bonus d'envergure de bras de presque 7 pieds de long en effet. Et puis en plus il est bodybuildé aussi, hein, il est quand même pas mal. C'est un beau bébé quoi, forcément. Super athlétique. Donc, exactement. Et c'est vrai que je te rejoins. Pour moi le mot d'ordre c'est polyvalence. On a cet aspect d'un mec qui peut un peu toucher à tout. Et je pense que c'est pas pour rien s'il a été inséré dans le starting line-up pour cette année et qu'il a eu un rôle majeur, c'est que en fait, c'est un mec qui, d'ailleurs, faut le savoir, hein, c'est un ancien lycéen superstar, tu sais, qui était passé par Duke, etc. Donc, en fait, le potentiel un peu star, création, il est là, mais il est pas encore là en NBA. Mais on sent qu'il y a un peu de dribble, tu vois. On sent qu'il y a un peu de toucher de balle aussi, c'est hyper intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ça, c'est pas encore venu totalement en NBA, mais pourtant il s'est fait un peu sa place sur le reste, c'est-à-dire sur le fait d'être un joueur qui est, comme on appelle un connecteur, donc un mec qui apporte du tissu liant à une équipe, qui avait avec extra passe, intelligence de jeu, QI basket, voilà, excellent partenaire de pick and roll avec Trae Young, parce que quand Trae Young a des prises à deux, il fait une passe, et Jalen Johnson ensuite, quand il doit faire face à un 4 contre 3 parce qu'il y a une prise de sur Trae Young, il fait la bonne décision, il peut aller au panier, voilà. Il y a plein d'aspects hyper intéressants, et puis la défense aussi, qui est une défense assez polyvalente, où on n'a pas affaire à un poste 5 protecteur de panier, mais là encore, un mec qui peut faire des switches, un mec qui a une bonne protection de panier en deuxième rideau. En fait, c'est un mec qui touche à tout et qui touche à tout très bien, si ce n'est, voilà, il n'y a pas encore le scoring à haut volume, mais à part ça, c'est un mec hyper complet, en fait. Ouais, et puis il y a des flashs du scoring. Tu vois, moi j'avais écouté un peu l'épisode que vous aviez fait, où vous parliez de Michael Porter Jr., et ben justement, lui, pour le coup, où le manque, l'absence de création en dribble, de Michael Porter Jr. et Jalen Johnson, alors je dis pas que c'est des joueurs similaires, loin de là, c'est pas du tout l'idée, je sais qu'ils sont pas dans le même moule, mais tu vois, il y a cette notion de poste 3 grand en taille, et lui, pour le coup, il a déjà les flashs de ce que tu peux faire un peu avec lui, balle en main. Il y a quand même alors évidemment, c'est pas un mec qui va créer sur jeu complètement arrêté, tu vois. Mais dès que tu parlais des situations de 4 contre 3, ou dès qu'il y a un peu d'espace, ou de la semi-transition, alors évidemment sur transition avec ses qualités athlétiques et sa taille, il est monstrueux. Enfin, il peut être monstrueux, plutôt je vais le tourner comme ça, il pourrait être monstrueux. Mais c'est un mec en tant que deuxième playmaker, ou il est pas tout à fait deuxième, en tout cas il était pas deuxième playmaker en 2024, mais il sera peut-être amené à le devenir en tant que deuxième, troisième lame, quand t'as déjà joué un pick and roll, que t'as ressorti la balle, que la défense a été un petit peu déplacée, que t'as un petit peu plus d'espace, que t'es un peu lancé sur ton dribble, c'est un mec qui, moi, je pense, a le potentiel pour faire des dégâts en attaque comme sur ce registre-là, et ça peut être très intéressant. Oui, tout à fait. J'avoue que le truc qui me déçoit un peu pour l'instant, c'est qu'il
il peut pas encore aller un peu à volonté au panier, mais comme tu dis, il y a des flashs, mais ça peut venir parce qu'il y a le dribble, il y a de la puissance, donc c'était pas non plus son rôle encore, mais j'ai hâte de voir à quel point justement est-ce qu'on peut pas gratter un peu sur cet aspect de création pure, parce que pour l'instant c'est pas encore totalement là, mais ouais, un mec qui a ce passing, je pense, de haut niveau, c'est assez évident, tu vois, en termes de le fameux ratio de playmaking, à quel point il fait des passes par rapport à son nombre de ballons. On voit que c'est un mec qui a une tendance à faire beaucoup de passes plutôt que seulement scoring, quoi. Donc ça participe aussi, et ce même côté d'intelligence, on le retrouve en défense aussi, où il a un peu cette le côté puissance qui peut tenir des postes 4 voire un peu plus, et surtout l'activité off-ball. Moi j'aime beaucoup tout ce qui est ligne de passe, intelligence de jeu, ce genre de choses. Donc ouais, il est assez bon, très bon là-dessus déjà à l'heure actuelle. Peut-être le point d'interrogation ou le point de bascule pour moi sera aussi de surveiller un peu le jump shot, qui il fait une saison à 36%, c'est la moyenne NBA à 3 points, mais c'est pas un gros volume. Au niveau des petits pick and pop à long tir à 2 points, c'est là, mais c'est pas non plus encore en gros volume, mais ça peut être un point de bascule qui peut le faire basculer vers un niveau peut-être beaucoup plus, voire même All-Star ou ce genre de choses, quoi, en fait. Clairement, moi je pense comme toi, je pense que c'est la clé là pour c'est de confirmer, en fait, de confirmer au tir, et effectivement notamment sur je pense qu'il va se retrouver avec un plus gros volume à 3 points de par le départ de Dejounte Murray. Je pense que Jalen Johnson aura plus de tirs à 3 points, et il faudra maintenir le pourcentage. Si tu augmentes, c'est encore mieux, mais ne serait-ce que maintenir et de confirmer qu'il y a effectivement cette possibilité. Je sais pas, est-ce que par hasard tu as son adresse à 3 points dans les corners? J'ai pas pensé à regarder, j'aurais dû, je suis désolé. Corner, il a 30% cette année, donc c'est pas beaucoup. Ça sera un vrai facteur de progression, ouais. en fait. De se dire que tu peux avoir ce mec-là dans ton corner. Je veux pas en faire un mec que tu laisses que dans le corner, loin de là, hein, c'est pas l'idée. Mais si en plus de ça, t'as un mec qui au moins met dans les corners, qui peut jouer des pick and roll après qu'il y ait déjà eu un pick and roll, etc. Un mec qui met en transition, et tu peux vite avoir un scoreur un peu plus de 20 points par match, je pense, avec Jalen Johnson. Sachant que, comme tu l'as dit, la défense, je pense tu switches 1 à 4 sans problème. Je dirais dans la NBA actuelle sur les 4. Après oui, il serait limité sans doute face au gros 5, mais tu peux switcher pas mal. Je trouve que c'est un joueur, t'as parlé de mettre du liant, c'est typiquement ça, quoi. C'est un glue guy, c'est le genre de mec auquel tu sais que quel que soit le système que tu vas vouloir faire, tu vas trouver des qualités chez lui qui vont pouvoir s'adapter à ton système, en fait. C'est l'impression que j'ai avec Jalen Johnson. Je suis d'accord, et puis la question du passing aussi, tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un mec qui alors pas comme Bam Adebayo, on est d'accord, mais il y a un peu cet aspect de création par le dribble and off, et donc en un sens t'arrives un peu à gommer son manque de spacing, parce que si tu lui donnes la balle et qu'il est à 3 points avec la balle, il fait pas partie du spacing, et donc tu peux un peu organiser autour de lui des jeux de main à main, des coupes dans le dos, etc. Donc j'aime bien ça, parce que vraiment c'est un mec où polyvalence, intelligence de jeu, il y a un peu tout qui se combine assez bien. Il manque plus que le volume au scoring, qu'on n'a pas encore, mais voilà, ça fait quand même un sacré package. Et donc, où est-ce qu'on l'imagine, ce package complet, où est-ce qu'on le met dans le classement? Là, je pense qu'on est quand même plus sur les mecs de fin de classement. Je vois qu'il y a son coéquipier DeAndre Hunter, moi je l'aurais mis déjà devant, ça c'est sûr. Ouais, je suis d'accord. Donc je l'aurais mis plus haut que la 66e place. Ouais. J'aime bien cette tranche avec Klay Thompson, Donte DiVincenzo, Lou Dort, Rémi Raquez. Je sais pas ce que toi t'en penses. Est-ce que toi tu l'aurais eu là? Est-ce que tu l'aurais eu plus haut? Quel est ton avis là-dessus? Non, en fait j'avais 2 points de repère là-dedans que sont 54-55, Jabari Smith et Kuminga. Oui, c'est vrai qu'il y a Kuminga et Smith. Tu vois, j'étais en train de me dire, je crois que je préfère Johnson à Kuminga et Jabari Smith, mais peut-être pas de beaucoup. Mais moi aussi. Mais par contre, c'est vrai que du coup, le Banquero me fait toujours tâche. Bon, on l'a remonté. Oui, mais on l'a remonté. On l'a remonté, oui, je sais. On l'a remonté. Il est plus haut, là. Non, mais tu vois, par rapport à Kuminga, je trouve qu'il y a quand même plus de passing, il y a plus de synergie dans l'attaque. Non, il y a plus de choses, c'est sûr. Jabari Smith a le tir, mais je le trouve moins génial en défense non plus. Je pense qu'on doit être par là. Après, un peu au-dessus, un peu en dessous, je sais pas, mais c'est à peu près la bonne zone, alors. Moi, je suis d'accord. Parce que je préfère Chris Middleton, par exemple, tu vois, qui est 52e. Je préfère Chris Middleton que Jalen Johnson. Mais par contre, je te rejoins totalement. Je mettrais Johnson devant Kuminga. J'aurais pas mis Johnson derrière Kuminga, tu vois. Et Jabari Smith, un peu moins, alors? J'aurais quand même mis Johnson devant Jabari Smith, mais ça me parle moins de Jabari Smith, en fait. Okay. Le joueur me parle moins. C'est plus avec Keegan Murray. J'aurais laissé Keegan Murray devant, peut-être.
Eh ben, faisons comme ça. Alors, entre Keegan Murray et Jabari Smith, alors on peut classer ici notre ami Jalen Johnson. Ça marche. Et donc petit quiz pour finir. Et celui-là, il est marrant. Ouais. On se remémore une action très marquante de la saison. Peut-être que tu t'en souviens. Nous sommes le 19 mars 2024. Et c'est une Frédéric Weiss. Tu sais, le Fred Weiss, le dunk par-dessus. Oui. Exactement. Il est passé par-dessus Austin Reeves. C'était contre les Lakers. Kické sur le terrain au moment de ce poster dunk complètement fou. Il passe par-dessus complètement Reeves. Pour le coup, je me rappelle de l'action, c'est ça le plus fou. Je me rappelle de l'action, mais je vais être nul sur qui est sur le terrain. Il y a LeBron. Oui, tout à fait. D'Lo. Oui, tout à fait. Dejounte Murray. Dejounte Murray sur le terrain, ouais, tout à fait, côté Pelicans. Pardon, Pelicans. Côté Hawks, il n'est pas encore Pelicans. Ça, c'est ceux pour qui j'étais à peu près sûr. Ouais. Là, ça devient plus dur. Parce que là, je vais commencer à être un peu sur de la devinette. Je vais tenter Trae Young, mais je suis vraiment pas sûr là pour le coup. Trae Young n'est pas là, non. Il n'est pas là. C'est Dejounte Murray c'est la période où Dejounte Murray est titulaire. Alors, t'as des classiques côté Lakers. Il y a Anthony Davis. Exactement. Davis, LeBron, D'Lo, Reeves et le dernier. Rui Hachimura. Exactement, c'est Hachimura. On est sur le 5 majeur des Lakers. Du côté des Hawks, Bogdan est sur le terrain. Bogdan est sur le terrain, en effet, vu qu'il n'y a pas Trae Young, tout à fait. Clint Capella ou exactement, tout à fait, c'est Capella. C'est Capella. Voilà, c'est un peu la devinette. Et le dernier, si tu arrives à le trouver, il est quand même un peu plus hipster, on va dire. C'est pas Hunter, du coup. Ce n'est pas Hunter, non. C'est un mec qui a un peu émergé sur la fin de saison, qui est européen. Si je dis pas de bêtises, oui, je pense qu'il est européen, qui est même tchèque. Oui, je vois qui c'est, mais je trouve pas son nom. Mais je vois, promis, je vois en plus. Oui. C'est Vit Krejci. Effectivement, le nom était quand même compliqué à trouver. J'allais te dire avec un K. Promis, j'allais dire avec un K, mais je vois du coup de qui on parle. Ouais, Vit Krejci. Alors pas Milan Barros, mais Vit Krejci, de République tchèque, tout à fait. Mais voilà qui est sur le terrain. Milan Barros, ça me parle plus. Ah bah oui, moi aussi, c'était mon idole il y a 20 ans déjà, en 2004. Tiens, partons sur Jerami Grant, notre troisième joueur du jour. Jerami Grant, 34 minutes par match cette saison, 54 matchs. Au niveau de l'efficacité, moins 1% relatif à la moyenne. Donc bref, au niveau de la moyenne, grosso modo, sur 26% d'usage, un usage de, deuxième option, on peut dire, deuxième option d'équipe, donc plutôt un bon volume. Ma question pour te lancer, c'est qu'est-ce qu'on fait avec lui et est-ce qu'il mérite d'être dans le top 100 ? Oui, je dirais qu'il mérite d'être dans le top 100. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un joueur très dur à cerner. Je le disais en off avant qu'on commence, je trouve que c'est le mec qui est pour moi le plus dur à cerner parce que je pense qu'il a un rôle dans son équipe actuelle qui ne colle pas au rôle qu'il devrait avoir en NBA en fait. C'est ça qui me titille avec Jerami Grant, c'est qu'aujourd'hui Jerami Grant, plutôt que de le voir dans un rôle de deuxième option, voire à Portland, tu pourrais même des fois te demander une fois que Lillard est parti, est-ce que c'était pas la première option, j'aimerais le voir moi dans... Ça m'intriguerait et ça m'intéresserait de le voir en tant que poste 4 d'une équipe qui est ambitieuse avec un très gros pivot. J'aurais adoré voir ce que ça pouvait donner aux Sixers à côté de Joel Embiid ou aux Nuggets à côté de Nikola Jokic, deux équipes dans lesquelles il a joué, même si je pense qu'Aaron Gordon est très bien, le mieux taillé pour être finalement aux côtés de Jokic. Et voilà, moi ça m'intrigue ou même, tu vois, même il est passé par le Thunder, je dis pas de bêtises, Jerami Grant. Il a commencé au Thunder. Ou non, je sais plus où il a commencé, mais il est passé par le Thunder. En fait, il a commencé aux Sixers avec le process et tout ça là. Et non, mais il fait partie de l'équipe du Thunder. Tu sais, Paul George, Westbrook, etc. quoi. Et pareil, ça m'intéresserait aussi de voir ce que ce mec aurait donné au Thunder, tu vois, à côté d'Holmgren. Je le vois plus. Je le trouve très intéressant si Jerami Grant, c'est ma 4e option, tu vois, qui a moins de ballons en main, qui a moins de... Enfin, c'est pas qu'il est pas capable de jouer des pick and roll, il a un jeu ballon en main. En fait, son évolution offensive, je m'y attendais absolument pas. C'est devenu un joueur à 20 points par match. Mais maintenant qu'il a cette qualité-là, je préférerais vachement qu'elle soit exploitée en tant que joueur de complément. Je sais pas si toi, t'as ce regard sur Jerami Grant.
Si, mais c'est un peu enfin, on connaît l'histoire, hein, c'est-à-dire que c'était le top role player à Denver, qui a voulu avoir plus d'argent, et donc plus l'argent, il l'a eu dans des équipes qui étaient un peu mauvaises, parce que c'est celles qui ont du cap. Et donc il y a un peu cette année Détroit où il s'est un peu testé. On a vu que c'était pas aussi intéressant parce que plus de volume, mais pas efficace, et puis pas le même rendement que quand il était dans un rôle précis. Après, je pense que en un sens, cette saison à Détroit a fait un peu mirage parce que je sais pas toi ce que t'en penses, mais je trouve qu'au Blazers on n'est pas non plus totalement sur la caricature du mec qui veut se la jouer go to guy, qui a beaucoup de ballons, qui fait que des pull-ups. Et secrètement, en fait, c'est un mec qui a un peu recommencé à être dans un rôle un peu je vais pas dire de complément, mais pas autant exagéré go-to-guy comme ça a pu être au Pistons plutôt. Et tu vois, ça fait quand même 2 ans qu'on est retombé sur des pourcentages de paniers assistés plutôt assez élevés, quoi, pour le coup. Donc on n'est pas sur de la création pure, on n'est pas non plus sur de la finition pure, mais on va dire un profil relativement hybride aujourd'hui, un peu entre les deux, et avec un rendement d'efficacité qui est pas mal, mais le problème c'est que c'est juste pas mal, qu'il n'y a pas trop de passing, donc ouais, je te rejoins un peu que ça a de la valeur. Je pense que ça peut être un mec qui va se faire échanger cette année, qui peut apporter beaucoup à une équipe compétitive. Mais en effet, il y a ce côté où tu peux augmenter le curseur si tu veux, mais plus tu vas l'augmenter, moins ça va être rentable pour lui, quoi, en fait. Exactement. Et moi, j'ai l'impression que justement le curseur est encore un poil trop haut à Portland. Ouais. C'est-à-dire que son adresse à 3 points est intéressante. Oui. Tu vois, si tu regardes les pourcentages, donc là, je les ai sous les yeux pour le coup. 40% sur les 2 saisons à Portland, il a 40% à chaque fois. Alors, c'est du volume, c'est 5-6 par match, ce qui est quand même très intéressant. Et en fait, si tu regardes dans le détail, je suis allé voir un petit peu, il est pas maladroit du tout dans les corners. Je rejoins encore une fois ce truc de corner. Et lui, pour le coup, tu baisses un peu le curseur. T'as un mec qui a quand même sur le papier de la polyvalence défensive, en tout cas qui a les atouts physiques pour avoir de la polyvalence défensive. C'est pas je le caractériserais pas comme un stopper, particulièrement moi personnellement, Jeremy Grant. Après, je suis peut-être influencé un petit peu par le fait qu'il joue plus pour des équipes très ambitieuses, mais tu sais que t'as un mec qui a les atouts physiques pour être un joueur qui peut switcher sur plusieurs profils, qui a des qualités athlétiques, qui est capable de, par moment, si tu lui dis « Ok, ce soir-là, on a besoin que c'est toi qui dois exploiter tel match-up », tu sais qu'il est quand même capable de mettre des points, tu vois, une première option, du coup, éphémère, tu vois, sur certains matchs, sur certains trucs comme ça. Et si le reste du temps, tu as autour de lui 2-3 joueurs plus forts que lui, on va dire 2 joueurs plus forts que lui, et que ce gars-là, tu sais que tu vas pouvoir le caler dans un coin à 3 points pendant qu'il y a 2 gars qui jouent un pick and roll et que tu sais que c'est lui la menace extérieure, ça devient très intéressant. T'imagines si Jeremy Grant, avec son adresse, il joue aux Mavs là sur les derniers playoffs? Ouais. Moi, je trouve ça directement, je trouve que c'est un joueur tout de suite qui peut être potentiellement très intéressant. J'aurais tendance à vouloir baisser encore un poil le curseur en fait. Oui, mais je pense que c'est un peu ce truc, c'est que il est à Portland où il y a trop de place, quoi. Il faut bien que quelqu'un prenne les tirs au final. Et puis exactement. Alors que si tu le mettais à Denver, tu vois, il y a un truc hyper intéressant, c'est à quel point il prend les fameux longs 2, les longs tirs de points qui sont en général un peu des pull-ups et des pull-ups de stars, on va dire, mais il avait une fréquence qui était ridicule à l'époque de Will Smith dans des équipes un peu compétitives, qui était 4-5%. C'est monté à 15% actuellement cette année. Alors, on n'est pas non plus à la portion de Détroit où il était à plus de 20%, je crois, un truc comme ça. Donc vraiment beaucoup de longs tirs à 2 points. Mais voilà, il y a cette partie du jeu, si on pouvait l'enlever et remplacer par des catch and shoot à 3 points, par exemple, ça serait intéressant. Et l'autre aspect, c'est vrai que on a affaire à un mec qui peut créer, mais qui dans la création a un peu de limite. On a parlé du passing qui était pas du tout là, mais c'est aussi un mec qui en fait peut pas trop aller au panier de par lui-même, quoi. Donc sur l'aspect création, on a juste un mec qui est un mec de pull-up, et tu vois, si on prend les gens qui font pas mal de drive en NBA cette année, la production sur drive, il fait à peine 1 point par tir sur des tirs en fin de drive. C'est plutôt vers le bas du classement, même tout en bas. Donc il y a ce truc il peut, mais on est quand même plus à l'aise de le faire sur des drives un peu, tu sais, t'as un décalage qui est fait, il peut attaquer un close-out plutôt que de la pure création. Donc ouais, mais tu vois, je voulais quand même le mettre dans le top 100 et dans la pré-liste, parce que je pense que c'est très compliqué toujours de décorréler un peu le contexte et la perf individuelle, mais il me semble quand même qu'on a affaire à un joueur qui est tout de même assez intéressant, quoi. C'est vrai que sur les drives, je trouve aussi que c'est un gars dont la finition n'est pas la finition au cercle. J'ai pas le pourcentage exact, mais je l'avais vu tout à l'heure, et ça a noté une impression visuelle, c'est que c'est pas un mec qui finit si bien que ça, tu vois, en fait. Ouais. Malgré le fait qu'il soit athlétique et qu'il a, bon, après maintenant il a déjà, Jeremy Grant, il a plus 25 ans non plus, tu vois, mais c'est quand même un joueur qui a été très explosif et qui a une forme d'explosivité, et c'est vrai que c'est pas un mec qui finit très fort près du cercle, avec une capacité à marquer vachement de près, quoi. Ouais.
Effectivement, bah tiens, stat sur drive, quatrième pire de NBA en termes d'efficacité sur les drives parmi les gros volumes. Tu vois, parmi les mecs qui en font plus de 10 par match. Et après, c'est ça aussi, tu vois, il a rien à faire là. Il devrait pas être dans la liste des mecs qui font plus de 10 drives par match. Exactement. Mais bon, c'est pour ça que il perd des points un peu là-dessus. Et la défense qui est pas mal, mais là encore, à quel point est-ce qu'on peut juger ça dans le contexte des Blazers, ça c'est compliqué. Il serait beaucoup plus intéressant en étant un joueur de coupe, en fait. Mec de cut. Ouais, totalement. Lui, pour le coup, où là, il y a de l'espace, et là, tu vois, c'est pas la même chose pour finir près du cercle après une coupe. Et donc, classement, où est-ce qu'on se projette alors? Bah là, j'aurais dit plus bas que Jalen Johnson, du coup, et forcément, je serais sur cette tranche où tu as Harrison Barnes, DeAndre Hunter, Tobias Harris. J'aime bien parce qu'en plus, c'est des postes 3-4. Ouais. Donc, quelque part, j'aurais mis par là, moi. Ça me fait un peu bas. Moi, je visais peut-être un peu plus haut. Bah, en fait, je sais pas trop comment pondérer, parce que pour moi, défensivement, il est à peu près dans cette zone-là. Après, il a quand même un peu de volume au scoring et un peu de création, et en plus, voilà, on est au niveau moyen de NBA en termes d'efficacité, donc c'est pas ultra inefficace. C'est intéressant, mais sans plus. Mais quand je te dis que j'étais plus haut, c'est genre peut-être Anfernee Simons, Jaime Jaquez, tu vois. J'allais te demander ce que tu pensais notamment par rapport à Anfernee Simons, comme ils jouent dans la même équipe. Ouais, est-ce que tu préfères un peu la création, peut-être un peu plus de Simmons, ou le profil plus viable en défense de Jeremy Grant? Ça, c'est pondération un peu personnelle, j'ai l'impression. Pas les mettre trop loin, ça m'irait, ouais. Pas les mettre trop loin avec à la fois Simmons et à la fois Jalen Johnson d'ailleurs, avec qui on a un peu hésité. mais ouais, tu vois Kuminga par exemple. Kuminga, c'est un peu le même profil, moins de création, profil physique, hein, je veux dire, beaucoup moins créateur, beaucoup moins de points, mais peut-être un peu meilleur tout de même en défense par rapport à cette année. Moi, je pense qu'on est dans cette zone alors. Kuminga, c'est un peu comme Wembanyama, on pourrait presque faire deux versions de sa saison. Oui, c'est vrai, c'est vrai, exactement. Parce que si je suis sur le Kuminga de la fin de saison, ça se rapproche pas mal de Grant justement, et je me dis que je préfère quand même Kuminga. Après, de toute façon, c'est le truc, c'est ce qui est très dur avec les top 100, c'est qu'à une certaine place, en fait, tu compares des mecs qui sont dans des rôles tellement différents par moment, au-delà du poste ou du contexte. Et toi, le duel avec Simmons, t'en étais où? Jeremy Grant, Simmons? Tu vas voir, je suis très contradictoire parce que je t'ai dit dans la tranche avec Harrison Barnes, DeAndre Hunter, Tobias Harris, parce que justement c'est des postes similaires. Mais par contre, juste par rapport à Anfernee Simons, je pense que je préfère quand même Jeremy Grant, mais je vais te dire pourquoi. Parce qu'en gros, j'ai du mal là, moi, à être purement sur l'individu et me détacher complètement du rôle qu'ils peuvent avoir. Et j'ai l'impression qu'Anfernee Simons, on va toujours être pour qu'il soit, on va vouloir lui donner le ballon entre les mains. Tu vois ce que je veux dire? J'ai du mal à l'imaginer sans le ballon entre les mains. Mais pourtant, je le considère pas assez fort aujourd'hui, sur 2024, pour vraiment avoir autant le ballon entre les mains. Alors que Jeremy Grant, j'arrive à me dire, en fait, de toute façon, Jeremy Grant, ça sera ma 4e option ou ma 3e option, et j'arriverai vraiment à le glisser dans ce poste-là. Anfernee Simons, je suis pas sûr d'arriver à le glisser en tant que 3e option. Et du coup, je préfère Grant par rapport à Simmons. Mais tu vois, mon raisonnement est biaisé, il est pas juste, il est pas vraiment sur ce qu'on essaye de faire là, tu vois. Donc c'est un peu la difficulté. Non, mais on peut le mettre par là, ouais. On peut le coller entre Jaquez et Simmons, alors, du coup. Ouais, entre les deux, nickel. Jaquez qui a un plus de bon volume aussi, mais qui a beaucoup plus de passing, de création, donc ça me va, on peut le mettre par là. Ok. Jeremy Grant, mets-toi là. Et puis on y va sur le quiz, alors, petit quiz pour finir. 8 février 2024. Et c'est le soir où il a marqué 49 points. Et oui, il y a de la place de marquer, hein, quand on est à Portland. Il a marqué 49 points. Tout simplement, qui est sur le terrain au moment de ce dernier panier, de cette perf à 49 points contre Détroit? Je vais m'auto-humilier. Je me souvenais absolument pas que Jeremy Grant avait mis 49 points dans un match cette saison. C'est la nouvelle NBA, hein. Il y a des soldes sur le scoring en NBA. Qui est sur le terrain? Portland, il y a tellement de blessés. Anfernee Simons? Anfernee Simons? Il n'est pas sur le terrain, non. non. Je commence très fort. C'est le quiz difficile du jour, hein. Je vais aller avec les joueurs de Détroit. Est-ce qu'il y avait Ozar Oui, Thompson? tout à fait. Du coup, il y avait Jalen Duren. Oui. C'est purement de la devinette, hein. Je suis pas très bon là, je te le dis. Attends, redonne-moi la date, février. On est le 8 février, ouais, tout à fait. Jaden Ivey. Ivey, en effet, ouais, il est repassé titulaire. Ouais, il était repassé titulaire, ouais. C'est pour ça que je te demande la date. À côté, facile, à côté d'Ivey, dans le backcourt. Kate Cunningham. Exactement. Il était là, il était pas blessé. Ouais. Et il reste un dernier. Dernier, si je te dis, vous, votre prénom, c'est juste. Oui, le blanc. Et donc.
Il a appelé Marlène. Oh le con, il a appelé Marlène. Attends. J'adore le fait que tu me fasses des références au dîner de con. mais j'arrive pas à voir avec la NBA, j'arrive pas à le rapprocher, bordel. Comment elle s'appelle, Marlène? Sa sœur. Oui, sa sœur, Marcus. Oui, Marcus sa sœur, tout à fait, bravo. Incroyable, magnifique. Bravo. Ah, c'est magnifique. Du coup, je n'ai pas trouvé les joueurs de Portland, c'est terrible. Et en fait, ce qui est encore plus terrible, c'est de te dire que Détroit, c'était l'équipe facile. À quel point c'est déprimant quand t'es fan des Blazers de dire que c'était plus... non, mais Portland, il y avoir des mecs de J-League, c'est trop dur. Scoot, il était blessé ou il était là, Scoot Anderson? Scoot n'est pas là. C'est un autre. Alors, je veux même pas te le faire deviner. C'est Ashton Hagans, tu sais le jeune de Kentucky je crois, qui était par là. Donc je ne l'aurais jamais trouvé. Je suis très sincère, je ne l'aurais jamais trouvé. Je vais être très mauvais. Shaedon Sharpe était blessé. Shaedon Sharpe n'est pas là. Il y a un peintre sur le terrain. Un peintre. Un peintre. Mais là, la référence dîner de con était plus simple pour moi. Là. C'est aussi une référence jeu de mots, un peintre. Un défenseur des Sixers. Un défenseur d'élite des Sixers qui est venu à Portland. Non, je suis mauvais, je suis désolé, je suis très mauvais. Là, pour le coup, je suis très mauvais. Non, je suis incapable. Le peintre, c'est Matisse. Ah, Thybulle. Matisse Thybulle, tout à fait. Allez, si je te dis belge, est-ce que tu l'as celui-là? Oui, il y avait tout Camara. Exactement, Tony Camara. Et le dernier, Jabari Walker. Exactement, Jabari Walker. Voilà qui est sur le terrain. C'est performance légendaire de Jerami Grant. Bref, on avance. Notre 4e joueur du jour, on peut aller sur Julius Randle, si tu veux bien. Randle, 35 minutes par match en moyenne, 46 matchs, 98 de true shooting plus, donc moins 2% relatif à la moyenne. C'est pas mal, on est au niveau moyen de NBA, grosso modo, sur 30% d'usage, un volume de star, évidemment. Et pour te lancer, on a enfin brisé la malédiction. Il a enfin réussi à faire 2 saisons consécutives de bon niveau, plutôt qu'une bonne, une pas bonne. On est quand même sur une bonne saison. C'est vrai. Et je m'y attendais pas. Ouais. Je vais pas te mentir, je suis mauvaise langue, je suis pas un hater de Julius Randle, mais je m'attendais pas à ce qu'il enchaîne à nouveau avec une bonne saison. J'ai été assez surpris à ce niveau-là. En tout cas, avec une bonne saison, dans le sens où il n'y a pas ces pourcentages qui ont chuté drastiquement. Tu vois, c'est quand même 2 années de suite où il est All-Star, là, je pense. Ouais. Et oui, clairement, c'est un joueur particulier, Randle, parce que je trouve que c'est un mec... Moi, je le considère un peu comme un ball stopper. Enfin, je le vois comme ça. Voilà, je suis désolé, ça fait cliché. Peut-être qu'il y a des fans d'Enix qui diront mais non, t'as pas mis à jour. Mais moi, voilà, j'ai encore un peu toujours cette image. Et ce que je trouve particulier, c'est que c'est un mec qui est fort, mais pardon, je vais attaquer mon truc autrement. J'ai mis Julius Randle devant Jalen Johnson et devant Jerami Grant. Je trouve que c'est un meilleur joueur, tu vois. Je trouve qu'individuellement, il est plus fort. Et ça, je dirais même, la question se pose presque même pas. Mais si demain, tu me dis, il faut construire une équipe pour gagner un titre, je vais partir du principe que Julius Randle, j'ai pas envie que ça soit ma première option. Et à partir du moment où Julius Randle, c'est ni ma première ni ma deuxième option, je préfère prendre Jalen Johnson et Jerami Grant avant lui. Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu le paradoxe Randle, c'est qu'il est fort, mais il a un style de jeu qui, moi, pas me pose problème, mais je trouve que ça le rend difficile à intégrer dans un système. C'est clairement un joueur à compromis. Hein. C'est un joueur à compromis, comme tu dis, mais c'est un peu la conversation qu'on a sur Stop 100 à chaque fois. C'est est-ce qu'on préfère, qu'est-ce que la valeur NBA? Qu'est-ce qui a le plus d'impact entre un Johnson qui est plus sobre, moins de volume, mais en même temps hyper efficace et bon sur son volume, plutôt qu'un créateur qui va réclamer beaucoup de ballons, mais peut-être pas avec un bon rendement. Et encore, quoique, bon, je dis ça, mais tu vois, il a quand même pas un mauvais rendement. Non, il a pas un mauvais rendement, mais il a parfois un profil un peu rigide où il a besoin du ballon, il a besoin de ses configurations, il est pas top off-ball en tant que shooter, donc il y a certains compromis qu'on peut faire avec lui. Cela dit, tu vois, j'ai quand même bien aimé moi son année où il était justement non plus la première option d'équipe. Ça a été Brunson qui est passé là-dedans avec le style principal, le pick and roll, un jeu un peu plus aéré, etc. Et j'ai bien aimé le fait qu'on le mette un peu plus dans un rôle
secondaire. J'ai pas envie de dire, il est pas non plus à la marge de l'équipe, mais c'est plutôt la deuxième option d'équipe, mais qu'on va utiliser avec parcimonie. Et notamment, ce qui était intéressant, c'était quand Brunson sort, on a Randle qui vient être le moteur de l'équipe et qui surtout en fait est un mec qui peut attaquer plein de mismatchs au poste bas, parce que contre des mecs plus lourds qu'on met sur lui, il peut attaquer depuis le périmètre. Contre des mecs plus petits, il peut aller au poste bas, créer des décalages. Et comme je dis à chaque fois, c'est hyper intéressant parce qu'il a le passing et plutôt même un bon passing. Le seul truc, le problème, c'est quand il n'y a pas de prise à deux. Quand il n'y a pas de prise à deux et qu'il est obligé de prendre le tir sur post-up. Et là, c'est quand même pas, on n'est pas sur des niveaux de rentabilité et d'efficacité si bon que ça. Mais non, c'est un vrai créateur de jeu, même si c'est pas comparable à des vrais créateurs principaux, je trouve, parce qu'on n'est pas sur ce même niveau de talent pur et de création de décalage non plus, quoi. Mais c'est intéressant parce que c'est sans doute ce qui va se passer à Minnesota. On peut imaginer un monde où Chris Finch va stagger les minutes entre Anthony Edwards et Julius Randle pour avoir constamment un mec autour duquel tu peux construire ton attaque. Je pense que Julius Randle, tu vois, mine de rien, tu lui donnes le ballon, c'est peut être frustrant parce que la balle s'arrête. Parce que ça casse un petit peu le flow de ton équipe, mais c'est un joueur très physique et du coup en 1 contre 1, il est vraiment bon. Tu vois, tu parlais de l'exploitation des mismatchs. Effectivement, il a des épaules. Julius Randle, il a une espèce de, comment on traduit frame? Tu sais, désolé, je sors un anglicisme. La charpente. Ouais, voilà, il y a une structure corporelle qui est très forte chez lui, qui lui permet d'être. Il a énormément de puissance. C'était déjà ça à la fac. Je me souviens à la fac où le mec à Kentucky il bully les mecs, quoi. Mais après, il a mine de rien une capacité à finir avec le contact, je trouve. Footwork, le contrôle de son corps. Enfin bref, il y a tout un truc pour jouer des 1 contre 1, pour jouer au poste bas et pour effectivement, si à prise à 2, une capacité à faire la passe. Et du coup, tu sais que c'est un mec qui va mettre des points. Le problème, je pense que tu seras d'accord là-dessus, c'est qu'il y a une espèce d'inconstance en termes d'efficacité. Oui, et puis comme dit aussi, il est intéressant qu'avec la balle, presque, j'exagère, mais oui. Là où tu vois, on va en parler sur le classement déjà, mais t'as d'autres mecs qui sont des créateurs un peu secondaires, un peu comme lui, mais qui peuvent aussi être utilisés off-ball, tu vois. Et c'est aussi une valeur, parce que tu peux jouer à côté d'autres créateurs. C'est vrai qu'avec Brunson, quand Brunson était sur le terrain, il y avait un peu redondance de profil, ou en tout cas ça fitait pas forcément bien parce que Randle à 3 points. Bon, ça y est, on a compris, c'est mort, quoi. Il a développé un petit jump shot qu'il avait pas du tout à la fac. Tu parlais de la fac, mais il a un peu développé ce petit pull-up et c'est pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas mal. Mais on a compris que voilà, il y aurait pas de 3 points. Il fait une saison, la fameuse saison 2021 où tout le monde a bien shooté parce que les salles étaient vides. À part cette saison-là, on est de nouveau sur 36% à 3 points, des trucs comme ça. Donc c'est pas satisfaisant et ce sera jamais un mec qui apporte du spacing. Donc ce sera qu'un mec qui va créer et donc et le problème c'est qu'il crée pas un niveau All NBA. Donc peut-être pas première option d'équipe, mais voilà, c'est une plutôt bonne création. Et de l'autre côté, tu vois, la défense non plus elle est pas scandaleuse, quoi. C'est pas, ça va pas être le dépositaire de ta défense, c'est pas le protecteur de panier, mais plutôt bonne mobilité, plutôt bonne exécution aussi dans les schémas de Thibodeau qui était assez exigeant. Tu vois, défensivement, je trouve qu'on était plutôt au niveau moyen de NBA, valeur neutre, voire même parfois neutre positive. Donc j'aime pas mal aussi, ça vient compléter un peu ce profil de pas star, mais peut-être gadget ou gadget plus, on va dire. Mais tu sais, ça crée chez moi presque une frustration de ce dont on parle, parce que quelque part, il y a évidemment, le tir à 3 points, à un moment, si tu le développes pas, tu vois, je veux dire, ouais. Tu peux pas demander à tout le monde d'être un bon shooter à 3 points. Par contre, je pense que Julius Randle, sans même développer son tir à 3 points, il a moyen d'être meilleur sans le ballon. Je reviens sur l'attaque, c'est quand même un mec qui bouge pas beaucoup. Alors que quand il le fait, quand il coupe, il est efficace. Ouais. C'est un TGV qui arrive lancé. Mais il y a ce truc, il a toujours été mis, enfin pas au tout début de sa carrière, mais maintenant ça fait plusieurs années qu'on lui donne le ballon entre les mains, qu'il joue pas autrement. Et mine de rien, là c'est un mec il a quel âge? Il a 29 ans, Julius Randle, il va avoir 30 ans. Il va falloir que petit à petit il se concentre sur la deuxième partie de sa carrière. Et moi j'aimerais bien voir une évolution sans le ballon, une capacité à jouer des coupes, à coupe dans le dos, en fait avec son corps. Voilà, je te dis, lui il récupère la balle lancée. Tu l'arrêtes pas en fait. Mais j'ai hâte de voir aussi à Minnesota dans quel rôle il peut être utilisé, ou alors s'il va être rééchangé et revendu en pièces détachées. C'est pas impossible non plus, mais je pense qu'il sera rééchangé. Moi, je serais très surpris qu'il finisse la saison à Minnesota. Je suis d'accord, mais bref, déjà on déborde sur 2025, restant sur 2024, et donc le classement, où est-ce qu'on projette notre ami Randle? Alors moi, j'aurais mis dans les alentours, dans la tranche 40 là, autour des 40e.
je sais pas ce que t'en penses toi. Ça me stresse maintenant à chaque fois de te donner ma position. Mais tu vois, bon. C'est quoi tes points de repère alors? Aaron Gordon, pour moi, je mets pas au-dessus d'Aaron Gordon. Je trouve qu'il a plus de talent, mais j'aime trop ce qu'apporte Aaron Gordon à Denver. Ouais. Je suis en dessous de ça. Je suis en dessous d'Aaron Gordon. Et je suis devant CJ McCollum, tu vois. Donc là, je te donne une fourchette un peu large, je suis désolé, mais dans cette zone 40-47, moi je suis. Ok. Qu'est-ce que tu aurais dit? Ça m'intrigue à chaque fois maintenant, du coup. Non, moi, pour moi, j'avais un peu la zone. Alors tu me diras peut-être pas, mais Jalen Brown, Jamal Murray, Garland qui fait pas une grosse saison, tu vois, c'est un peu ce côté les créateurs secondaires. Ah oui, tu l'as vraiment beaucoup plus haut. Okay. Je l'ai plus haut, mais je mets de la valeur sur la création offensive, malgré un peu les défauts des profils. Oui. Mais tu vois, c'est ce que je disais, c'est que, par exemple, un Jalen Brown, en fait, c'est le même niveau d'efficacité, hein, pour le coup, même volume, même niveau d'efficacité, donc il n'y a pas une différence aussi énorme que ça. C'est juste que Randle a le passing, et Jalen Brown, il a la polyvalence. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères un mec qui va être capable de jouer à côté de Tatum, off-ball notamment, d'être un shooter, de jouer en mouvement, etc. Ou est-ce que tu préfères un Randle qui peut pas trop faire ça, mais qui a aussi mine de rien un gros volume et qui peut un peu créer de par son passing? Je sais pas trop, mais j'étais plutôt dans cette zone-là. Mais non, mais ça me va de descendre un peu. Non, mais alors, attends, essayons de voir si on peut faire un juste milieu. Je regarde du coup la tranche que tu m'as donnée. J'ai du mal. Pour toi, tout ce qui est Brown, Jamal Murray, par exemple, c'est nettement au-dessus? Non, nettement, non. J'aurais pas utilisé le mot nettement. Mais j'aurais mis Brown et Murray devant Randle. Ouais, j'aurais mis Brown et Murray devant Randle. Okay. Les cas Garland et Bane sont intéressants en fait. Non, mais après on peut descendre. Hein. Tu vois, il y a une zone de créateurs, là, Franz Wagner, Sengun, Bill, des créateurs, mais pas parfaits. On peut aussi taper là-dedans. Donc on est à côté de Gordon d'ailleurs. Ouais, oui, c'est vrai, on serait dans cette d'ailleurs, ce serait un peu la poire en deux entre toi et moi, du coup. Oui. Mais Gordon, c'est ton point haut à pas dépasser, alors, si j'ai compris. Ouais, moi, je l'aurais pas mis devant Gordon, mais après, c'est vrai que je t'ai dit Gordon, mais je regarde pas forcément ce qu'il y a, tu vois, j'ai pris le nom de Gordon et je me suis dit, ok, là, c'est là où je veux pas aller, mais j'ai pas regardé ce qu'il y a au-dessus de Gordon. Après, ça, tu vois, on est sur du chipotage, sur des places, tu vois, où derrière, la question se pose pour moi, par exemple, entre Gordon et tel mec ou tel mec. Mais je suis capable de mettre juste Randle devant Darius Garland, par exemple. Ça me pique moins. Mais c'est des mecs qui ont des rôles, on est sur des rôles un peu plus similaires, en fait. Si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est, on prend Gordon, on le remonte un peu aussi. Et comme ça, on a Gordon, puis Randle avec les créateurs, et on retrouve un peu ce truc-là. C'est possible aussi, on peut modifier le classement. Ah bah écoute, pourquoi pas, hein. Parce que toi, Gordon, par exemple, par rapport à des Bradley Beal, des Sengun, des Wagner, t'as ce côté de role-player de luxe, quoi. C'est dur parce que c'est des rôles tellement différents. Parce que Bradley Beal, évidemment que Bradley Beal est un meilleur, individuellement, je pense, un meilleur joueur qu'Aaron Gordon, tu vois. De toute façon, comme t'as dit, c'est toute la difficulté du top et tout l'intérêt du top, c'est de mettre la valeur, comment on jauge la valeur des joueurs en NBA en fonction de ce qu'ils apportent. Parce que Bradley Beal, si tu me dis purement on est sur le meilleur, quel est le plus fort des deux au basket, tu vois, juste comme ça, je te dis que Bradley Beal est un meilleur joueur qu'Aaron Gordon. Mais aujourd'hui, qui apporte le plus en NBA? Je dirais qu'Aaron Gordon aujourd'hui il apporte plus que Bradley Beal. Mais parce qu'il est mis dans un contexte aussi. Tu vois, c'est... Écoute, ce qu'on peut faire, c'est on a Franz Wagner, Sengun, on met Gordon, on met Beal. Ok. Ou alors on met Gordon puis Randle et ensuite Bradley Beal, Scotty Barnes, un truc comme ça. On reclasse un peu comme ça. Comme ça, on classe un peu ce groupe-là. Oui, non, mais ça me va parce qu'effectivement. Désolé, j'espère que je vous. Non, mais c'est le but, hein, c'est le but du classement, c'est que c'est un classement vivant qu'on n'arrête pas de remodifier. Donc non, mais ça me va totalement. Et donc si je regarde, oui, c'est bon, on l'a mis entre Wembanyama et Jalen Johnson. Alors comme on avait dit un peu au début, on s'est pas déjugé par rapport à ça. Ok, très bien. Et donc petit quiz pour finir, nous sommes le 27 décembre 2023. C'est un poster dunk sur Chet Holmgren. Est-ce que ça te parle ça, cette action Knicks contre OKC? Qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk? Jalen Brunson. Oui. Shai Gilgeous-Alexander. Oui. Jalen Williams. Oui. Je donne les titulaires. Oui, c'est t'as raison. RJ Barrett. Non. Le trade est. Attends. Exactement. Tu m'as dit quelle date? RJ Barrett est là, puisqu'on est le 27 décembre et c'est pas encore fait, donc RJ Barrett est là, tout à fait. On est juste avant le trade en fait. Ouais, exactement. Du coup, il y a pas Quickley. Je pense qu'il est pas sur le terrain. Il est là ou il est pas là? Non, je dirais qu'il est pas sur le terrain. Ah, dommage.
Ah, il était sur le terrain. Il était sur le terrain, oui, tout à fait. Il jouait avec Bronson. Ouais. Ok, d'accord. Ils avaient mis les deux ensemble à ce moment-là. Ok. Ça joue tout petit. Donc il y a Quickly, ok. Ça jouait plus petit. Barrett. Il manque le pivot des Knicks. Et il n'y a pas de pivot, justement. Je crois que c'est Randall qui joue pivot à ce moment-là. Randall qui joue en pivot small ball. Ok. On a un autre tout petit. Josh Hart. Non, quelqu'un qui est compagnon de valise de Randall, si je puis dire. Oui, DiVincenzo. Exactement, c'est DiVincenzo. Okay. Ouais, donc, tu as dit aussi Chet, SGA, Jalen Williams, il t'en manque deux. Je sais pas s'il me manquait un mec. Il m'en manque deux. Josh Giddey. Il n'y a pas de Josh Giddey, non. Ok, Lou Dort. Exactement. Lou Dort est sur le terrain. Et alors, attends, j'ai Holmgren, Dort, Williams, Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Et mais il n'y a pas Giddey. Un ailier ouais. qui jouait parfois pivot backup. Non, pas Wiggins. Non, ok. L'autre Williams. Ah, lequel En tant que pivot. Le Jalen. Pas Jalen. Pas Jalen, c'est l'autre encore. C'est le troisième Williams de l'effectif. Mince, j'ai oublié son prénom. Kenrich. Exactement, Kenrich Williams, tout à fait. Tout à fait. Voilà qui est sur le terrain. Et bref, passons à notre cinquième joueur du jour, c'est Stephen Curry, bien entendu. Finissons par Curry. 33 minutes par match en moyenne pour Curry, 74 matchs, plus 6% d'efficacité par rapport à la moyenne. On va en reparler, je pense. C'est pas mal, hein, plus 6%, mais il a déjà fait beaucoup mieux. 31% de usage, un volume de star, évidemment. Pour te lancer, on en est où de Stephen Curry en 2024 ? Est-ce qu'on en est encore très très haut ? Est-ce qu'on est un peu moins haut ? Qu'est-ce que tu penses un peu de sa saison ? Eh ben c'est marrant parce que je me suis posé la question, notamment là quand tu m'avais donné la liste, comme j'étais un peu dans une vision de ok, j'essaye aussi un peu d'anticiper ce qui se passe, et je suis arrivé à la question de me demander, est-ce que Stephen Curry, doucement, tu sais, je trouve que quand un joueur commence à décliner, on s'en rend pas compte tout de suite. Donc je dirais pas qu'il a commencé à décliner, mais est-ce que là par contre l'année à venir est celle où il commencera à décliner? Et on ne s'en rendra peut-être pas forcément compte avant 2026. Mais je me suis demandé justement, est-ce qu'on n'est pas doucement dans la... Enfin, la logique voudrait qu'on soit sur la pente ascendante quand même. Curry, il a 35 ans, il va avoir 36. La pente descendante, tu veux dire ? Oui, la pente descendante. Oh là là, je suis terrible, catastrophique. Pardon. T'as donné l'espoir aux fans des Golden State et des Warriors, là, ils avaient plein d'espoir. Non, mais pour rester sur l'ascension, j'ai l'impression que son pic n'est pas si loin derrière, en fait. Tu vois, moi, je suis d'avis de penser que le Curry de 2022 est plus fort, si jamais ça veut dire quelque chose, que le Curry qui est élu MVP à l'unanimité. J'ai l'impression qu'on était sur une version pleine de Curry. Et en fait, ce qui me marque le plus chez Curry, c'est tout sauf son tir, en fait. Je sais, ça paraît très bizarre. Ouais. Mais il y a un truc qui, moi, m'inspire, même en tant que moi-même, à mon tout petit niveau de basketteur. Ce qui m'intéresse quand je pense à Stephen Curry et ce qui m'a le plus inspiré personnellement, c'est sa capacité à être constamment en mouvement, en fait. C'est un truc que je trouve incroyable et très inspirant et très intéressant dans son jeu. C'est que c'est un mec qui s'arrête pas. Quand il a pas le ballon, il court, il va créer. Tu peux créer tout un. De toute façon, c'est simple. Les Warriors ont créé tout un système autour de lui et tout autour de sa capacité à bouger. Et du coup, c'est un mec qui crée pour les autres, même quand il a pas le ballon. Et ça, je trouve ça exceptionnel. C'est exceptionnel et en plus c'est unique parce que c'est un modèle qu'on voit depuis 10 ans mais personne n'a été capable de le recréer, mais parce que Curry est unique aussi dans ce truc-là, de à la fois bouger tout le temps et à la fois aussi être cette menace au shoot, quoi. Parce que même si je sais pas moi, tu prends n'importe quel autre arrière qui se met à bouger, ok, mais il y a pas la même menace en fait. Mais bien sûr. Mais c'est un côté où en effet il y a une création de décalage qui est folle et qui passe par lui surtout. Et c'est pour ça que le mariage avec Steve Kerr est à ce point fabuleux, c'est que la fameuse motion offense de Kerr, elle marche parce que c'était un mec qui bouge et qui crée pas mal de dangerosité. Donc c'est assez fabuleux. Mais tu vois, pour te dire, tu dis le prime est pas si loin. L'an dernier, on l'avait deuxième du top 100. Voilà. Mais du coup, sur l'année 2023. Exactement, sur la saison 2023. Okay. Et parce qu'on était encore sur des efficacités qui étaient incroyables. Et c'est peut-être on peut commencer par ça, c'est cet aspect de finalement on a un peu un léger déclassement par rapport à ça, où en fait il avait l'habitude d'être un peu surhumain, tu vois, par rapport à la moyenne. Il faisait ces grandes années plus 20%, plus 24%, c'est des trucs historiques, ok, mais même depuis quelques années plus 15%, l'an dernier plus 13% encore, ce qui est un score qui était encore deuxième, troisième de NBA, je crois, un truc comme ça. Là on est à peine entre guillemets à plus 6. Bon, c'est toujours au-dessus de 95% de la NBA, ok. C'est juste que
on n'est plus au même niveau qu'avant en termes de, c'est plus un score historique, c'est juste un score d'élite, on peut le dire comme ça. Et pour le coup, c'est pas dû un peu à un côté panne un peu aléatoire à 3 points sur le jump shot, parfois ça rentre pas, ça peut expliquer. Non, il fait une bonne saison à 3 points, c'est dans le jeu que ça a bloqué un peu plus qu'avant en termes de tir à 2 points, en termes de drive un peu, ce genre de choses. Donc peut-être un léger déclassement par rapport à l'efficacité, il est redevenu mortel en fait, plutôt que immortel et Dieu vivant comme il a pu être parfois. Donc c'est un peu là-dessus où je me pose la question de à quel point est-ce qu'il est à ce point fabuleux comme l'an passé. Mais c'est peut-être une mini-nuance et par ailleurs, tu l'as dit, cette création de décalage, elle est géniale. C'est quand même le moteur d'une attaque et tu sais parfois, je sais pas ce que t'en penses, mais on a parfois du mal à voir à quel point il est bon parce que les Warriors sont pas top, sont un peu moyens. Mais sauf que sa présence sur le terrain, elle fait passer des Warriors qui sans lui seraient catastrophiques à très bons. Et c'est autant de valeur ajoutée que faire passer une équipe qui est déjà très bonne à élite en fait, grosso modo. Donc je pense qu'on le voit pas parce que le contexte des Warriors est malheureusement un peu moyen, quoi. On voudrait qu'il soit mieux, mais je pense qu'on a encore affaire à un des meilleurs attaquants de toute la NBA. Moi, je trouve, à n'en pas douter. Oui, je suis d'accord avec toi. Et bah, de toute façon, ouais, ça me semble évident. Hein. Stephen Curry, de toute façon, les stars sont toujours aussi jugées par le contexte collectif. Et quand une équipe sous-performe un peu ou se retrouve de moins en moins bien classée, on a parfois tendance à penser que la superstar de l'équipe a baissé le pied, ce qui est pas toujours vrai. Pour Curry, ce qu'il faut se demander, notamment dans ce qui est hors du tir à 3 points, tu parlais notamment du 2 points, la finition près du cercle, je ne sais pas quel est son pourcentage là dans la restricted area, savoir est-ce qu'il y a une évolution, est-ce que ça a progressé, baissé, stagné, je sais pas trop, parce que je trouve que c'était aussi une des forces de son jeu, mine de rien. Une force sous-estimée un petit peu de son jeu. Oui. On le voyait beaucoup être... Bah, bien sûr que c'est le meilleur shooter de l'histoire et que son tir... exceptionnel, mais mine de rien c'est aussi un mec qui savait varier son jeu. Dans le titre de 2022 il y a plein de flotteurs, tu vois, il y a des moments en playoff, le flotteur, la finition près du cercle, les lay-ups, etc. Je sais pas si ça a évolué ça, mais en tout cas si jamais ça a baissé, je sais que là je fais une théorie à partir de quelque chose sans avoir le chiffre, mais si jamais ça a baissé ou si jamais ça venait à baisser, je peux même le tourner comme ça, on peut aussi se dire que forcément à partir d'un certain âge, tu as aussi moins de jus dans les jambes pour créer des différences. Tout simplement, créer des différences balle en main, ça demande beaucoup d'énergie, de la vitesse. Alors pas que, si t'es Paul Pierce c'était pas rapide et ça l'empêchait pas avec des feintes de se créer de se créer son tir. Et Stephen Curry sera toujours se créer son tir, mais voilà, pour ce qui est de se créer son tir à 2 points ou de plus près ou aller chercher des flotteurs, etc. Tout ça, faut voir s'il n'y a pas petit à petit une baisse. En tout cas, c'est quelque chose à surveiller, je pense, sur les 2 années à venir, parce qu'il prend de l'âge. Pour te dire, au niveau de l'efficacité au panier, on est passé de 73% l'an passé à 64%. Bon, ça reste encore bon. Hein, donc il y a eu une baisse. Donc il y a eu une baisse. Effectivement, non mais ça reste très bon par rapport au commun des mortels. C'est juste qu'en effet, lui, il a un peu baissé pour le coup. Et en plus, en même temps, comme la moyenne NBA continue de monter, tu sais, le contexte offensif est de plus en plus compétitif. Le score relatif à la moyenne, l'efficacité relative à la moyenne, il pêche un peu là-dessus. Mais c'est aussi pour ça que ça m'intéresserait ça va m'intéresser de voir l'an prochain. Parce que effectivement, il a 35 ans. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? L'an prochain, on le saura pour sûr. Est-ce que c'est un début de déclin, de mini déclin, c'est-à-dire que voilà, chez moi, il était top 2, top 3, il va passer top 5, top 8, je pense, pas plus que ça. Mais est-ce que effectivement, on a peut-être un début de déclin, ou est-ce que aussi, et je tiens aussi à le développer, à quel point c'est pas juste une mauvaise année un peu juste un peu aléatoire comme ça, ou à cause du contexte des Warriors. Oui, lié au contexte. Qui était quand même assez compliqué cette année. Draymond Green qui a pas joué, alors qu'on sait que Green c'est aussi un fabuleux partenaire pour lui en termes de lui, il court partout et le passeur c'est Draymond, ou alors le pick and roll, le partenaire de pick and roll c'est Draymond aussi sur la pose d'écran et sur le passing ensuite après. Enfin bref, je pense que on verra l'an prochain, mais bon, je l'ai encore très très haut, on est d'accord. Je suis d'accord. Et le contexte de Golden State, t'as tout à fait raison, c'est quand même très important. Il y avait beaucoup de jeunes autour de lui, quelques jeunes autour de lui, donc des joueurs qui eux-mêmes apprennent. Et je pense que Stephen Curry, donc déjà d'ordinaire, il est ciblé. Il était ciblé à l'époque où il jouait avec Kevin Durant. Donc à partir de là, si même t'es ciblé quand tu joues avec Kevin Durant, si la défense adverse construit autour de non, il faut pas que Curry nous mette 40 points. Le moment où t'as plus Kevin Durant et où t'as un Klay Thompson qui forcément a baissé le pied lié à ses blessures, donc je trouve qu'à Golden State il a manqué clairement une deuxième option. Je sais pas si toi t'as la même lecture, mais clairement tu vois, Kuminga était
pas encore, on n'est même pas sûr qu'il sera prêt un jour, mais tu vois, même en fin de saison, c'était pas non plus une vraie pure deuxième option. Klay Thompson a baissé le pied, il y a eu des blessures de Draymond Green, donc t'as pas ce deuxième mec qui va attirer un peu d'attention, et t'es là un adversaire de Golden State, tout tourne autour du fait, on sait qu'on doit ralentir Curry. Il est obligé d'avoir beaucoup le ballon entre les mains, comme tu l'as dit, avec les blessures de Draymond ou les absences de Draymond, il te manque ton deuxième meilleur playmaker. Ça fait beaucoup de pression, beaucoup de fatigue, et on peut se demander si, du coup, cette baisse est pas liée à ça, clairement. Ouais. Bon, et puis comme dit, hein, il a baissé en efficacité, mais c'est juste qu'il partait de tellement haut. Il partait de, c'est quasiment le meilleur de l'histoire, hein, et donc il a baissé. Ok, il est encore parmi les gros volumes, hein, plus de 30% d'usage, il est encore 7ème de NBA. Voilà, donc il est encore devant des Booker, il est encore devant des Tatum, il est encore devant des Lillard, Mitchell, Edwards évidemment, plein de mecs quoi. Donc comme on dit, on insiste un peu sur la micro-nuance de la mini-baisse de performance 2024, puisque c'est ça qu'on évalue aujourd'hui, c'est la perf, c'est pas le joueur en général, dans l'absolu. Mais voilà, il part de tellement haut qu'en fait, il descend, mais il descend pas tant que ça, quoi, au final. Donc voilà, pour Curry, sa création de décalage incroyable. On pourrait en faire des heures et des heures, encore une fois, mais on le connaît quand même assez bien, le Stephen Curry. Et donc classement, l'an dernier, il était 2e. Cette année, où est-ce qu'on l'insère? Alors, très haut, ça c'est sûr. Ouais. Je suis en train d'hésiter sur est-ce que je le mets devant ou derrière Joel Embiid. C'est purement sur cette place-là que je le mettrai. Il y a un intangible, je sais pas si tu le prends en compte dans ton classement, c'est le leadership. Est-ce qu'on prend ça en compte ou pas? Si le leadership influe sur la valeur sportive, oui. Si le leadership fait que sur le terrain ça y a des résultats, oui. Donc oui, je pense que tu peux le prendre en compte. Ouais. Et dans ce cas-là, je le mettrai devant Joel Embiid. Je suis pas en train c'est pas pour descendre purement gratuitement le leadership de Joel Embiid, c'est plus pour encenser celui de Stephen Curry. Après évidemment, je pense pas qu'Embiid, j'ai mon avis sur le leadership de Joel Embiid, mais tu vois, c'est même pas forcément une attaque, c'est juste je pense que le leadership de Stephen Curry, je pense qu'il a un rayonnement auprès de ses coéquipiers qui augmente forcément la valeur de ton équipe. Alors, je rappelle un peu le classement, d'ailleurs, je l'ai pas fait encore. Giannis c'est 1 pour l'instant, Doncic c'est 2, SGA 3 et Embiid 4. Et ensuite, on a Kawhi Leonard, Durant et Tatum. Mais bon, on l'a déjà dit. Durant, Leonard, Tatum, on n'arrive pas à les classer, ces trois-là, c'est un peu... C'est dur. Ouais, c'est très dur. Mais d'ailleurs, Embiid en 4, est-ce que toi, tu l'aurais mis plus haut? Parce que là, tu dis au-dessus d'Embiid, mais est-ce que pour toi, Embiid aurait pu genre être 3e ou 2e et donc t'aurais mis Curry par-dessus? Ou est-ce que là, en 4, derrière SGA, ça te choque pas? SGA est dur à classer. Parce que là, du coup, SGA, il se retrouve 3. J'aurais été capable de mettre... C'est très dur, parce que je comprends le scénario où SGA est devant Curry, mais je suis tout à fait capable de mettre Embiid devant SGA tout en mettant Curry devant Embiid. Tu vois l'espèce de truc contradictoire qui existe. C'est SGA que je trouve dur. Ah oui, Embiid, il peut être plus haut. Il peut être devant SGA, par exemple. Mais je le mets pas devant Doncic. Je laisserai Luka. J'ai l'impression que ton top 3, en fait, il me semble un peu évident et que évident. Il me semble plus facile, le top 3, à partir du moment où il y aura un joueur, il manque Jokic, là, tu vois, par exemple. Si je spoil un peu, il va manquer Jokic. Mais à partir de là, Jokic, Doncic, Giannis, tu vois, les trois, ça me semble, c'est un chapeau distinct. Acté, quoi. Tu vois. Ouais, voilà, j'ai aucun problème avec ça. J'ai l'impression qu'on baisse d'un tiers dès qu'on arrive à un léger tiers, hein, mais dès qu'on passe à la 4e place. SGA, Embiid, Curry, je mettrais. Pour moi, c'est le deuxième chapeau, quoi. C'est le deuxième chapeau du haut de la NBA, quoi. Je suis assez d'accord. Effectivement, je pense que ça fonctionne comme ça. Ouais, je suis d'accord sur cette histoire de chapeau, ouais, effectivement. Donc ouais, on a à peu près ce truc SGA, Curry, Embiid, l'ordre. C'est un peu kiff-kiff, quoi. On pourrait le mettre dans n'importe quel sens, grosso modo. Mais ok, ouais, faisons ça. On peut le mettre là entre SGA et Embiid, alors du coup, ça me va. Tu l'aurais mis où, toi, là? Tu l'aurais mis où de base? Non, j'étais pile là aussi. Après, comme je te dis, l'ordre à une place près, c'est selon comment chacun pondère la défense, l'attaque, etc. Ou même, si tu me demandes ce matin ou ce soir, j'aurais pas la même réponse, donc on va pas se prendre la tête sur une place près. Mais je pense qu'en termes de chapeau, on est à peu près... je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il est... Tu vois, pour moi, l'an dernier, il était clairement chapeau Jokic et chapeau 1, quoi. Mais ouais. Vu qu'on juge la performance, de facto moins efficace, faut le prendre en compte. Donc ok, ça me va très bien, mais mettons-le là. Et donc on finit avec un petit quiz. C'est un buzzer beater. Est-ce que tu t'en souviens? Buzzer beater le 10 février 2024. Je crois que c'est avant l'All-Star Game. Buzzer beater contre les Suns, un buzzer beater contre les Phoenix Suns. Qui est sur le terrain au moment de cette action? Ce buzzer beater de Curry.
Kevin Durant. T'étais pas de CQFR ce matin-là, alors peut-être. Mais j'y étais. Non, mais moi, je suis nul. Hein. Le pire, c'est que j'ai même pas une mauvaise mémoire en général, mais j'ai une mémoire qui efface très vite. Pour actualiser, j'actualise, je libère de l'espace dans mon disque dur. Mais alors, qui est sur le terrain? Je pense qu'il y avait Booker et Durant. Booker, oui, et Durant, oui. Yusuf Nurkic. Pas Nurkic, non, on est sur des schémas pour switcher Ah partout. oui, bah oui, on veut défendre. Ah bah oui, évidemment, on veut exactement. Ouais, j'ai pas été malin là. Grayson Allen. Grayson Allen, tout à fait, ouais. Grayson Allen là. Draymond Green. Draymond Green côté Warriors, ouais, en effet. Klay Thompson. Klay Thompson, oui. Et je vais tenter Podziemski. Podziemski est sur le terrain, en effet. Donc Curry, Podziemski, Klay, Draymond Green. Il te manque un premier choix de la draft. Andrew Wiggins. Exactement, Wiggins est là, donc t'as les 5 Warriors. Et côté Suns, il n'y a pas Bull, mais il y a... Bill. Exactement. Alors attends, du coup, oui, donc il y a Bill, Grayson Allen, Kevin Durant, Devin Booker. Ouais. Et un dernier. Alors, je pense que Royce O'Neal ne jouait pas encore à Phoenix. Redis-moi la date. Ouais, 10 février, donc il est pas là. Alors, Okogie. Pas Okogie, plutôt un shooter, paradoxalement. Ah ouais? Ok. Un vieux qui a commencé aux Clippers avec Blake Griffin à l'époque. Eric Gordon? Exactement, Eric Gordon, ouais. Eric Gordon est sur le terrain au moment de cette action. Ce buzzer beater de Stephen Curry. Encore un pour Curry. Donc, je rappelle qui est-ce qu'on a inséré dans le classement aujourd'hui. Curry, on l'a inséré à la 4e place entre SGA et Joel Embiid. Victor Wembanyama est inséré à la 33e place, je crois, entre Desmond Bane et Jarrett Allen. Ensuite, on a classé Julius Randle un peu en dessous, autour de la 40e, 41e place entre Alperen Sengun et Bradley Beal à ce niveau-là. Un peu plus en bas, Jalen Johnson, dont on a parlé, entre Keegan Murray et Jabari Smith, autour de la 60e place. Et puis, Jeremy Grant, 67, entre Jaime Jaquez et son coéquipier Anthony Simmons. Voici donc pour ce top 75, désormais, si je ne dis pas de bêtises. Voilà pour cette belle cuvée. En tout cas, merci beaucoup, Antoine, d'être passé sur le Basket Lab et sur la Syllab. Merci à toi. Franchement, c'est très chouette comme exercice. Et, non, ça m'a fait très plaisir. Donc, c'était très, très cool. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour le cas compliqué de Wembanyama. Je pense que vous avez vu que sur la chaîne YouTube on en parle pas mal actuellement, et surtout vous avez vu à quel point est-ce que l'évolution est flagrante. Là en plus on est que actuellement au moment où j'enregistre, on en est que au mois de janvier, je crois janvier-février sur nos décryptages, mais déjà on a vu que c'est le jour et la nuit par rapport au début de saison à octobre, novembre et décembre. Donc la progression est spectaculaire, et en plus on n'a même pas encore décrypté les matchs de toute fin de saison qui vont être encore plus spectaculaires. Bref, le cas est compliqué, vraiment compliqué, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir jamais jugé une saison à ce point inégale finalement d'un mois à l'autre. Donc au final on l'a mis par là. N'hésitez pas à venir sur le Discord en discuter. Moi, à mon avis, c'est peut-être que a posteriori, je réfléchis, je pense qu'on l'a mis un peu bas. Je pense qu'on va peut-être le remonter un peu, mine de rien, et qu'on a peut-être un peu trop pondéré vers le bas le côté début de saison qui était sympa, mais pas niveau top 20 NBA évidemment. Mais voilà, je pense qu'à l'avenir, ça va être reclassé, vu que c'est un classement vivant, vous le savez. Bref, voici pour cet épisode, cette magnifique cuvée du Basket Lab, de la Syllab, épisode numéro 15. Et donc, la prochaine fois, demain, épisode numéro 16. La prochaine fois, on va parler de Draymond Green, de Mikal Bridges, de Austin Reeves, de Kobe White et Nikola Jokic. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Antoine d'être passé sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.